Christophe sur France Maghreb 2. Et après notre petite escapade au Cabaret Sauvage hier, nous sommes de retour en studio sur France Maghreb 2 pour le LGF de ce jeudi 23 septembre. Bienvenue à vous au programme de cette émission. Nous recevrons tout à l'heure une danseuse franco-pakistanaise. Elle a fait 4 millions de vues sur Brut, notamment. Vous avez peut-être entendu parler donc de cette danseuse qui sera avec nous tout à l'heure avec un parcours atypique. Ashirani qui sera avec nous sur France Maghreb 2 dans le LGF. Anne Hidalgo est partie à la rencontre des toxicomanes à Paris. Elle est venue avec quoi ? Bah rien, finalement, sans réponse. Anne Hidalgo, on en reparlera tout à l'heure avec Tarek Sassi et nos invités. Bien sûr, nous aurons notamment Serge Lebigot qui est président de l'association Parents contre la drogue, mais aussi Samia qui est cofondatrice du collectif Stop Crack, EOL, exactement, Stop Crack EOL. Donc tout à l'heure à 17h. Nous allons parler aussi des Ouïghours, on n'en parle plus beaucoup dans les médias et il faut qu'on en parle et qu'on fasse le point avec Rian Dilnur, qui est enseignante à l'INALCO et également présidente de l'Institut Ouïghour d'Europe. Elle sera avec nous dans quelques minutes sur France Maghreb 2. Au programme de cette émission, fichage de F de souche. Pourquoi aucune réaction politique ? On se posera la question évidemment tout à l'heure dans quelques minutes avec nos amis aujourd'hui qui nous accompagnent. C'est parti pour le LGF, je vous en souhaite la bienvenue les amis. Bienvenue dans le Grand Forum présenté par Christophe Fro. Le Grand Forum. Et c'est toujours un plaisir de l'accueillir sur France Maghreb 2, le chroniqueur historique du LGF. C'est avec lui qu'on avait commencé cette belle expérience qui dure maintenant depuis quelques années. Monsieur Yasser Louati, comment ça va mon Yasser ? Très bien Christophe, bonjour à tout le monde et toujours heureux de revenir à la maison. Ah ouais, t'as vu, elle a changé la maison. La maison a bien changé, c'est un beau studio, il y a plus d'espace, franchement, ça fait plaisir de revenir et de voir ça. Bon, alors mon Yasser, un programme ma foi très chargé aujourd'hui. Comment va le CJL ? Le CJL se porte toujours, comme d'habitude, combatif. Réorganisation interne qui a eu lieu l'année dernière, des nouveaux membres qui nous rejoignent, journalistes, militants européens. Et bien entendu, on est toujours sur la préparation de la campagne présidentielle et du combat à mener sur le terrain des idées qui est encore une fois un champ de ruines. Ah, qu'est-ce qui va se passer pour la campagne présidentielle ? On peut avoir quelques petites... il n'y a pas de démocratie sans électeurs qui soient adéquatement informés. Donc avec la culture du buzz et les différents candidats qui ne cherchent qu'à remplir l'espace et des déclarations vides et des parcours plus que douteux, notre rôle c'est d'enquêter et d'informer les lecteurs et les lectrices pour qu'ils puissent voter en leur âme et conscience et bien entendu sans diaboliser les abstentionnistes qui ont aussi leur raison de s'abstenir. Ouais. Alors, tu n'as certainement pas fait l'expérience suite à la proposition de Zemmour que s'il est élu président, il changerait les prénoms, il inviterait tous ceux qui portent des prénoms à consonance étrangère à changer leur prénom et le franciser. Alors il y a un site qui s'est amusé à faire ceci, donc tu tapes ton prénom et ça te donne la version française, mon Yasser. Oui, mais là, Christophe, on voit bien comment commence la campagne présidentielle. Très crade. Et surtout très très basse. Ouais. Et là, au moment où la France vient de se faire humilier par ses alliés historiques, États-Unis, Grande-Bretagne et Australie, littéralement une humiliation, j'ai suivi la presse américaine, la France et la risée du monde, de quoi est-ce qu'on parle à domicile ? Changer les prénoms de ceux qui s'appellent Mohamed ou pourquoi pas Yasser. Donc ouais. Écoutez, c'est indicateur d'une faillite intellectuelle et la France malheureusement a les candidats, j'ai pas envie de dire qu'elle mérite, mais qu'elle leur a laissé émerger. Un peu finalement, on a les candidats qu'on mérite. En fait, on récolte les candidats qui portent des idées qui germent depuis maintenant 25 ans. Ouais. Et on parle de Zemmour, je sais que ce soir les gens vont regarder Mélenchon. Le débat Zemmour-Mélenchon, ouais. J'aimerais quand même rappeler... Il faut discuter ou pas avec Zemmour ? Tiens, bonne question, Yasser. J'aimerais d'abord rappeler que celui qui débat contre Zemmour, était à son anniversaire en 2008. Oui, mais bon, c'est pas la même époque. Non. Zemmour était raciste en 2008. Il faut pas... Non, là, ça c'est l'excuse du PS. C'était peut-être un peu moins quand même. Et qu'est-ce qui a changé ? Aujourd'hui, le discours c'est quand même largement d'accord. Donc en fait, droitisé quand même pour Zemmour. Non. Là, il faut. Ça c'est l'excuse typique du parti socialiste et de la France insoumise. En 2008, Zemmour était aussi raciste. Sauf que, bien entendu, il n'a été encouragé à continuer que parce qu'en face, il n'y avait pas de résistance. Donc moi, je suis désolé, le Zemmour d'aujourd'hui n'est pas différent de celui d'hier, sauf que en 13 années, il a vu qu'en face, il n'y avait pas de résistance et que les gens étaient d'accord avec
avec lui, au fond, de près ou de loin. Il a beau dire des énormités à la télévision, il n'a pas eu les contradicteurs qu'il méritait. Ça veut bien dire que de près ou de loin, on est d'accord avec lui. Bon, je vais te donner juste un exemple. Il y a à peu près 20 ans, 25 ans, j'avais interviewé, lorsqu'il était président de Reporters sans frontières, Robert Ménard. Franchement, j'ai discuté un petit peu avec lui, il était loin d'avoir les discours qu'il tient aujourd'hui, par exemple. Donc les gens changent, Yasser. Non, mais encore une fois, Éric Zemmour, est-ce qu'on peut dire qu'en 2008, Éric Zemmour n'était pas raciste, Christophe? Est-ce qu'il a eu des propos en 2008 Non, il n'était pas encore condamné par la justice, mais il avait quand même continué d'alimenter les idées les plus racistes. C'était pas quelqu'un qui est passé du camp antiraciste au camp raciste. Bon, Mélenchon était au PS à cette époque, hein, rappelons-le. Ça en dit long sur le personnage. Ça veut dire, en fait, il passe son temps à changer de chapelle, et encore une fois, il veut pas assumer ses positions passées. Donc aujourd'hui, débattre avec Éric Zemmour, c'est lui offrir une plateforme et le légitimer en tant que candidat bientôt présidentiel. Très bien. Écoute, oui, c'est un avis qu'on peut partager aussi, bien entendu, en masse ce soir. En tout cas, il va débattre, on va voir ce que ça va donner. Pour l'info, ils ont choisi 2 thèmes. Alors, Éric Zemmour, il a choisi l'immigration, évidemment, et Mélenchon a choisi le social et l'écologie. Voilà. Donc 2 thèmes que chacun a choisi. Alors, tu sais que France 2 sont très vénères, Yasser. Ils sont très vénères parce que ce soir, ils lancent leur nouvelle émission politique pour la campagne électorale, Élysée 2022, ça s'appelle, présentée par Thomas Soto et Léa Salamé. Et ils ont invité ce soir Valérie Pécresse face à Darmanin. Et ils sont très énervés parce que l'émission était déjà notée depuis quelques semaines et BFM met ce débat face à eux ce soir. Bon, voilà. Qu'est-ce que tu vas regarder, toi ? Rien du tout. Moi, j'ai mes livres à la maison, j'ai mes rapports à lire, j'ai mon travail à préparer. Et, honnêtement, qu'est-ce qui va en ressortir ? Du clash, du buzz et de la démagogie. Non, honnêtement, j'ai mieux à faire. Bon, Tarek Sassi est avec nous aujourd'hui. Comment ça va, mon Tarek ? Écoute, ça va. Ouais. Un peu... Collectif Paris Anti-Crack, toujours... Voilà. T'as suivi un peu ce dossier, Yasser, le crack à Paris, les zones de non-droit, là, parce qu'on peut en parler quand même, c'est les zones de non-droit qui sont en train de s'installer. J'ai suivi un petit peu et je me rappelle que quand j'habitais dans le 19e à Laumière, le problème existait déjà en 93. Ouais. Il est revenu. Hein. Ouais, moi je me rappelle on était encore à la cité Laumière, c'était sur les quais de la Loire. Et ensuite, ils ont été bougés vers Stalingrad, mais le problème n'a jamais été résolu. Donc maintenant, on le récupère 28 ans plus tard. Mais ça n'a jamais été autant. Là, c'est énorme. C'est franchement, tu compares avec les rues de Philadelphie, avec Détroit, Montréal, c'est... Où les gens soient si alignés. Ah non, mais c'est énorme. Et en plus, une zone de non-droit comme ça. Et puis, je vais même pas parler de l'odeur. Enfin, voilà, quoi, je vais préserver les oreilles. Et le bruit aussi. Le bruit et l'odeur. Jacques Chirac dédicace. Ouais. On en reparlera tout à l'heure avec nos invités. Bien sûr, Anne Hidalgo est venue à la rencontre des toxicomanes. Pour dire quoi ? Pour dire c'est pas de ma faute, c'est la faute du préfet et du ministre. Voilà. C'est ça, hein, en quelque sorte. Donc elle est venue sans réponse, quoi. Ça commence bien la campagne présidentielle. Ouais, c'est ça. Madame la maire, Anne Hidalgo. Dans un instant, le quiz. Ça n'a pas changé aussi. Yasser Louati, Tarek Sassi, ça sont très bons la Tunisie aujourd'hui. Hein, le jasmin, tout ça. Tahia Tunis. Voilà, tout de suite sur France Maghreb 2. Le LGF sur France Maghreb 2, l'émission de référence tous les jours 16h-18h, c'est sur France Maghreb 2 avec aujourd'hui monsieur Yasser Louati du CJL et Tarek Sassi du collectif Paris Anti-Crack, bien sûr, et prof de catch aussi, accessoirement. T'en es où d'ailleurs dans ton développé couché là ? Là en ce moment, on reprend 5 répétitions à 180 kg, on va dire que le confinement 180 kg ? Ouais, un petit joueur. Bien sûr, je suis un petit joueur. Ah ouais, 180 kilos. Bien sûr, je suis un petit joueur. Moi, bien sûr. Moi, je fais 181, moi. Ouais, même lui rigole. Allez, c'est parti, les amis, au quiz. Là, il n'y a pas besoin de montrer ses biceps, mais juste montrer un peu de cerveau. À tout de suite. Le quiz. Ah ouais. La muscu, c'est aussi pas que les bras. Il y a la cervelle aussi un peu. Oh là là. Allez, mes petites questions. Je vous rappelle... il y a des questions liées à l'éphéméride, mais pas que. Il y a des questions aussi liées à l'actualité. Première question. Découverte de quelle planète en 1846 par l'astronome allemand Johann Gall ? Neptune. Neptune est une excellente réponse, Yasser Louati. Premier point.
Il a cru que j'étais dans Star Trek, lui. Quelle obligation sera levée dans les écoles primaires à partir du 4 octobre dans des départements les moins touchés par l'épidémie du Covid-19? Les masques. Les masques Il est pour moi. pour les enfants à l'école primaire. 41 départements sont concernés d'ores et déjà. Enfin, j'ai envie de dire, on va enlever le masque, ce foutu masque aux gamins. J'ai quand même un commentaire là. Vas-y, pas de problème. D'un auditeur qui me dit la planète découverte, c'est l'Algérie. Ah bah oui, forcément. Les Algériens, toujours. Les Algériens, toujours, évidemment. Je cherche le père de la psychanalyse mort en 1939. Freud. Oh, Bonne réponse. J'ai étudié ça en plus. Oui, il y a longtemps. Oui. 2-1. Quel ministre a été hué au Sénat concernant l'intervention sur la crise des sous-marins? Le Drian. Non, c'est une ministre. Une ministre. Ah, Parly. Parly. C'est une bonne réponse. Ça a fait Je les connais même plus, moi. Ça a fait, Je change tellement. ça a fait un petit scandale parce qu'elle a été huée lorsqu'elle a un peu remis le Sénat face à ses responsabilités. La crise des sous-marins, Yasser, la France là pour le coup, Choma quoi. Non, enfin, je repose les mêmes questions qu'après chaque attentat terroriste. Que fiche le renseignement? Que fiche le renseignement extérieur? Et surtout que les Australiens avaient commencé à émettre des réserves et à commencer à chercher des alternatives depuis le mois de juin dernier. Donc aujourd'hui, on est là à se lamenter publiquement, ça devient risible. Ça discrédite les services de renseignement étrangers, ça discrédite la France qui prétend contrôler un minimum ses organes d'État, et en plus, ça nous fait passer pour des rigolos, puisque maintenant, les Australiens disent on n'a aucune obligation de montrer notre fidélité à la France. Absolument. Ouais. 5e question, je cherche un acteur, chanteur et humoriste français. Il est mort en 1970. Indice, le Cornio ou encore la Grande Vadrouille. Bourvil, ouais. Bonne réponse. Bonne réponse. 3-2. Attention. Je cherche un poète chilien mort en 1973. Allende. Non, pas Allende. Neruda. Bonne réponse. Prix Nobel de littérature en 1971. Dernière question. Je cherche un animateur et producteur de télé française. Il est né en 1974. Il est tous les soirs sur C8. Cyril Hanouna. Cyril Hanouna. Bonne réponse. Je pouvais répondre qu'à cette question-là. Non mais c'est tout, vu que je regarde pas CNews, je commence à me dire mais non, c'est pas CNews, c'est C8. C8, ouais. Tu vois, dans ce cas-là tu retires le point parce que moi il y a personne sur CNews. Non mais on rigole ou quoi? Là, je suis désolé là, on est en train de me faire clairement passer pour l'ingénu. Et lui, le mec, il connaît tout. Il connaît Neptune, il connaît Neruda. Mais il connaît pas Cyril Hanouna. Non. Voilà. Et moi, je connais Cyril Hanouna. Ça prouve que j'ai pas de télé à la maison, voilà. Donc, mais même si t'as pas de télé sur Internet, t'es forcé d'en parler d'Hanouna. Non, je choisis ce que je regarde sur Internet. Et encore une fois, je tiens à préciser que j'avais croisé Cyril Hanouna dans les couloirs d'une émission. Et que, c'était sympa. Franchement, je veux dire, c'était. Non, sympa. On serait cru au bled. Ouais, l'Aziz. C'est ça. Non, c'est ça. En plus, il a vraiment ce côté, côté tunisien, hein. Oui, je pense qu'il l'assume parfaitement, mais en tout cas. Ah oui, mais il en est fier. Ouais, en attendant, il veut pas me mettre en face de Jean Messia. Oh, mais franchement. Il veut pas. Mais non, mais parce que moi, Jean Messia, mais putain, mais mettez-le moi en face de moi, il va pas comprendre. Oh, mais je pense que Jean Messia s'est mangé tellement de déculottés que ça y est. Je pense qu'il occupe l'espace parce qu'il a été viré de Twitter et qu'il a plus rien. Il est plus au Front National, il est plus sur Twitter. Qu'est-ce qu'il reste? Viré de Twitter, tu te rends compte? Et en plus, je pense qu'il avait même été sermonné comme un mauvais garçon par le directeur Europe de Twitter. Oui. Donc bon, c'est ça. C'était chez Hanouna, donc preuve que tu regardes. Non, j'ai vu ça sur Internet, sur Twitter. Ouais. Bon, en tout cas, bon anniversaire à lui quand même. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Bon, alors merci messieurs pour ce quiz. Donc victoire de Yasser Louati. Hein. Donc voilà, 6-1 pour ce retour. C'est très très bien mon Yasser, bravo. Faut que tu reviennes plus souvent. Allez, on va parler maintenant d'un sujet beaucoup plus sérieux que l'anniversaire de Cyril Hanouna, je vous l'accorde. On va parler maintenant des Ouïghours. On n'en parle pas beaucoup à la radio, à la télé en France. On a l'impression que ça n'existe plus, d'ailleurs que le problème a été résolu. Et que nenni. Nous sommes avec Rian Dilnur qui est avec nous. Elle est enseignante à l'INALCO, mais également présidente de l'Institut Ouïghour d'Europe. Bonsoir madame. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur France Maghreb 2 dans le LGF avec Yasser Louati et Tarek Sassi.
Alors les Ouïghours aujourd'hui, effectivement, on n'en parle plus, ils sont beaucoup moins médiatisés. Est-ce que la situation tend à s'arranger ou au contraire, j'ai envie de dire, à s'empirer? Et au contraire, ça s'empire de plus en plus, puisqu'enfin, avec le silence complice du monde extérieur, la Chine, ça l'encourage. La Chine a continué sa politique génocidaire. Ouais. Alors ça se traduit comment aujourd'hui, chère madame, pour les Ouïghours aujourd'hui? Quelle est un petit peu l'actualité du moment? La situation n'a pas changé, c'est-à-dire que c'est toujours, enfin, il y a environ 3 millions de Ouïghours sont toujours parqués dans des camps de concentration parce qu'ils sont Ouïghours, parce qu'ils sont musulmans. Et il y a toujours la campagne de cousinage avec des fonctionnaires chinois qui habitent chez les Ouïghours pour les surveiller, pour éviter qu'ils pratiquent leur culture et leur religion. Et puis ça continue aussi les tortures dans les camps de concentration et particulièrement, surtout, enfin, les camps de travail forcé et les usines de travail forcé dans lesquelles ils emploient non seulement les détenus ouïghours, mais aussi les Ouïghours non détenus à l'extérieur. Donc, toutes ces situations-là, ça continue comme si de rien n'était parce que le monde passe d'une info à l'autre et que, comme si, en fait, cette actualité n'est plus à l'ordre du jour. Oui, alors, il y a Salvatore 3 millions de Ouïghours. Avec la Chine, on parle souvent échange, économie, mais on parle jamais de la situation des Ouïghours quand on est une puissance occidentale aujourd'hui. Tout à fait. D'ailleurs, encore une fois, je rappelle le courage de Dinh-Nur, qui est quasiment seul, que l'Institut européen ouïghour n'est pas tellement soutenu et que leurs campagnes en ligne ont du mal à décoller. Je rappelle que le CJL a toujours soutenu la résistance ouïghour, culturelle et par tous les moyens nécessaires pour que ce peuple ne soit pas exterminé. Déjà, le 20 janvier 2020, on avait publié une vidéo enquête qui s'intitule « Génocide des Ouïghours en Chine, le CJL soutient la résistance » et on expliquait historiquement la politique coloniale et d'effacement de la population ouïghour menée par la Chine. Remplacement de la population, extraction des richesses. Madame Réan, à l'instant, parle des familles qui doivent être chapeautées par un Chinois de l'ethnie Han, ça veut dire l'ethnie majoritaire. Et à la fin, nous appelions tout un chacun, à défaut de pouvoir agir directement là-bas, à boycotter les marques chinoises phares, Alibaba, Xiaomi et des marques, par exemple, comme Huawei. Le problème, c'est que nous avons toutes les preuves sous nos yeux. Dinh-Nur, à l'instant, se plaignait que c'est vrai, les gens passent d'une information à une autre, mais les gens, rien ne les empêche de se dire « je ne vais plus consommer le Made in China ». Ça va être dur, hein, Yasser. Non, mais au moins on s'en tient à une marque ou deux. Tout vient de Chine, donc ça va être compliqué. Non, mais nous vivons quand même dans une économie capitaliste où le consommateur a le choix des produits. Donc on peut s'en tenir, à défaut de boycotter tous les produits qui ont des marques occidentales mais fabriqués en Chine, au moins boycotter les marques phares du régime chinois. Encore une fois, Alibaba, Xiaomi, Huawei, et pour les ordinateurs, Lenovo, pardon. Et personne, sur ma page Facebook, j'ai même des gens qui me disent, des soi-disant gauchos anti-impérialistes, oui, le génocide ouïghour n'existe pas. Tout ça parce que pour eux, la Chine représente l'axe anti-impérialiste. Une population est en train de vivre un génocide, et nous regardons complices et on ose dire ah mais oui l'Holocauste c'est pas bien. Si on a vécu l'Holocauste, des leçons doivent être tirées. Nous avons toutes les preuves. Malheureusement, les gens sont beaucoup trop lâches. Je le dis aux auditeurs, je le dis aux personnes de confession musulmane, je leur dis honte à vous si vous n'avez pas été capable de boycotter ne serait-ce qu'une seule marque du régime chinois. Est-ce que le boycott, Madame Dinh-Nur, est une carte à jouer justement pour faire céder ou se faire entendre et surtout respecter? Absolument, comme Yasser a très bien insisté sur les marques chinoises notamment, et puis de dire que je rectifie ce que vous avez dit, tout vient de Chine. Ça c'est une rhétorique totalement pessimiste et fataliste. Dans ce cas-là, non, c'est une réalité, Madame Dinh-Nur. Pardon, c'est une réalité. La Chine à exterminer une population parce que on ne peut rien, parce que tout vient de Chine. Non. Et au moins, comme Yasser a très bien noté,
les marques phares chinoises qui envahissent aussi le monde entier, comme Huawei, Xiaomi, etc. Donc, et Alibaba, Shine, etc. Et puis également, là, justement, je suis sur le point de partir à Place d'Italie, parce qu'à Place d'Italie, Uniqlo va ouvrir le magasin, le plus gros magasin en France. Alors que en avril dernier, nous avons porté plainte contre 12 marques, dont Uniqlo, et que le parquet de Paris a ouvert une enquête contre ces 12 marques. Et que à chaque fois quand je vois des personnes qui sortent des magasins Uniqlo, Zara, etc., Nike, etc., franchement, ça me fait très mal. Et qu'ils sont, en fait, et ces gens-là, est-ce qu'ils sont conscients et qu'ils sont en train de soutenir un génocide? Et que bien sûr, en fait, le boycott joue un rôle important. Et que pourquoi? Parce que nous sommes les consommateurs et consommatrices, nous soutenons, Madame soit Dilnur. nous pouvons mettre fin par notre consommation. Madame Dilnur, enseignante à l'INALCO, également présidente de l'Institut Ouïghour d'Europe. Tout à l'heure, quand je disais tout vient de Chine, c'est une réalité, c'est pas une invention. Je veux dire, quand vous achetez des produits aujourd'hui, que ce soit de la technologie. Faut pas l'utiliser comme. Non, mais je l'utilise pas. Je suis là pour donner des faits, madame, pas pour supputer sur quelque chose. Malheureusement, tout vient de Chine. Voilà, c'est made in China, c'est partout. Je veux dire, enfin, voilà. On peut quand même tempérer ce constat-là. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que les coûts de production en Chine, ils ont déjà augmenté et que maintenant d'autres pays commencent à substituer à la Chine. Le Vietnam, par exemple, le Bangladesh, etc. Mais encore une fois, on ne dit pas, si vous n'êtes pas capable de tout boycotter, voilà, vous ciblez, voilà. Lorsque je renouvelle mon téléphone portable, Huawei, Xiaomi, négatif. J'achète un nouveau. Arrête, attends, excuse-moi, hein, quand tu achètes du Samsung ou du iPhone, pardon, c'est fabriqué aussi en Chine. Non mais Christophe, mais il faut pas se faire l'avocat du diable. Comment on fait? Christophe, je parle. Non mais ce qui est boycotté ici, ce ne sont pas les Chinois en tant que tels, c'est le régime chinois. On est d'accord. On sait très bien que ça, il faut le préciser. De toute façon, et ces marques-là sont lourdement. De toute façon, la 5G par exemple, elle est exportée via des marques chinoises qui sont contrôlées par le régime chinois. À un moment, on peut pas dire aux gens, faites des choses qui sont au-delà de vos efforts, de vos capacités. Boycotter une marque, c'est aussi boycotter le régime en question. On peut pas compter sur la France, on peut pas compter sur les grandes institutions. La France, on sait quand on voit ce qui s'est passé face à la Chine, elle n'est pas à la hauteur. Par contre, encore une fois, il s'agit du régime chinois qui a accéléré sa politique génocidaire sous Xi Jinping. Et ça, faut le rappeler. Yasser, il faut rappeler aussi que moi, je précise bien le régime chinois parce que je connais beaucoup de Wenzhou qui ont fui déjà le régime chinois parce que ils avaient un problème sur leurs pratiques religieuses et ils ont été beaucoup à fuir et ils se sont installés ici. On a beaucoup d'amis Wenzhou qui sont installés dans le quartier de Belleville où nous sommes. Il faut se rappeler en fait que le régime chinois, il y a des intérêts intérieurs et extérieurs qui sont énormes pour des régimes importants. L'Amérique fait semblant de faire la guerre avec la Chine, mais en réalité, ce sont des alliés de coulisses, la Russie et bien d'autres. Et il faut parler avant tout de la lâcheté des pays musulmans. Les monarchies, ils sont où les pays arabes? Les monarchies arabes qui travaillent avec le régime chinois, le Maghreb, l'Algérie, la Tunisie, qui donnent des gros chantiers. Je rejoins Tarek là-dessus, il a 100% raison, mais je vais aller encore plus loin. Lorsque une lettre avait été signée et envoyée à l'ONU en soutien au régime chinois, et lorsque l'Arabie Saoudite, ce Mohammed bin Salman, a dit que ce que fait la Chine aux Ouïghours, c'est une lutte contre le terrorisme, je vais même aller plus loin, je vais vous dire, mais il n'y a pas de pays musulmans. Il y a des pays à majorité musulmane, régis par des dictatures. Mais venir me dire, ce sont des pays musulmans, et donc naturellement, il y a un soutien qui se fait avec les Ouïghours, mais historiquement, ça n'a jamais existé. Donc maintenant, il faut regarder la réalité en face et se dire, il y a des pays à majorité musulmane, mais c'est comme dire, par exemple, les pays chrétiens, ça veut rien dire. Donc maintenant, il faut regarder cette réalité en face et on se dit, de toute façon, ces régimes n'ont aucune souveraineté populaire. Ils sont venus au pouvoir par un coup d'État ou par l'hérédité monarchique. Point barre. Maintenant, on renvoie la balle à tout à chacun
Ne pensez plus au régime, pensez à vous-même et agissez. Madame Dilnur, comment expliquer justement, comme il faisait référence tout à l'heure Yasser Louati, que vous peinez un peu à convaincre justement les gens de vous soutenir, de soutenir cette population qui est un peu partie aux oubliettes. Malheureusement, aujourd'hui en France, ici, parce qu'on parle de chez nous, on est ici en France, quand on parle pas d'une actualité, c'est comme s'il se passait rien. Alors que vous nous dites ici à France Maghreb 2, dans le Grand Forum, que la situation n'a absolument pas changé, voire même pire, elle s'est empirée pour 3 millions de Ouïghours. On parle de 3 millions de personnes de confession musulmane qui sont dans des camps de concentration. Pardon, les mots sont forts, mais sont réalistes. Donc, Madame Dilnur, comment expliquer justement l'absence de réaction, de soutien de cette communauté musulmane, ou dite musulmane? Disons que en fait, non, les choses sont beaucoup améliorées à l'extérieur dans notre lutte. Yasser, par exemple, je l'ai connu lorsqu'en fait j'étais vraiment toute seule et que personne n'était là pour faire entendre notre voix, etc. Donc effectivement, Yasser, on s'est connus très tôt et que je remercie de cette occasion pour son soutien depuis ce temps-là. Maintenant, depuis, les choses ont avancé. Effectivement, en fait, la cause ouïghour, elle est connue en France. Et puis, comment dire, on a pu mobiliser notamment la jeunesse française. Je rappelle aussi que la France est le seul pays au monde où la jeunesse, elle s'est impliquée et elle s'est mobilisée pour les Ouïghours. Et que ce n'est pas un autre pays, c'est seulement en France. Maintenant, en fait, au niveau de politique, par contre, c'est autre chose. Et la France, c'est aussi le seul pays où la jeunesse, elle est autant impliquée, la société, elle est autant mobilisée, mais les politiques, la classe politique, elle reste immobile. Elle fait des affaires, Madame Dilnur, elle fait des affaires. Oui, Tarek. J'ai une question à poser à Madame. En revanche, après, les intérêts ne sont pas pareils, en effet, et que ce qui totalement, ça explique aussi parce que une partie de propagande chinoise gagne de terrain et que ça aussi c'est le plus triste, c'est que ça gagne de terrain chez les gauches et chez l'extrême gauche et chez les musulmans qui croient toujours que c'est des propagandes américaines ou occidentales et que c'est des mensonges, etc. Comment, avec autant de preuves, avec autant de témoignages, ces gens-là, soit ils sont vraiment malhonnêtes, soit ils sont, comme par exemple en fait des politiques qui se réclament, qui tapent, comment dire, ici sur les politiques. Par exemple, Mélenchon, pourquoi il soutient la Chine et qu'il ferme les yeux sur le génocide, madame. Et qu'il y a combien de musulmans soutiennent ce personnage qui soutient un génocide. Moi, je le soutiens et pas, que madame. Ça, je comprends pas. Tout ça, c'est logique. C'est pourquoi aussi on a autant de peine. Tarek, tu voulais poser une question pour Madame Dilnur? Oui, madame, je tiens à vous saluer. J'ai suivi votre combat et ce que vous faites, et je sais que vous êtes extrêmement isolé dans ce que vous faites. Je remarque aussi qu'il y a de plus en plus de restaurants ouïghours sur Paris. Ça montre que voilà. Oui. Il y a un renforcement de cette communauté qui s'installe, et j'espère qu'ils vont trouver. Et puis la paix. C'est quoi les restaurants ouïghours? On mange quoi dedans? Il y a des nouilles assez spéciales, assez piquantes. J'ai pas encore eu l'occasion, mais j'ai vu. Il faudrait que je me pose un jour. Je crois qu'il y en a dans le 6e, je crois, non? Madame Dilnur, vous confirmez qu'il y a des restaurants ouïghours à Paris? Disons qu'en fait, les Ouïghours, nous sommes toujours, ça n'a pas changé la situation pour les Ouïghours en France non plus. Nous sommes une toute petite communauté, environ, on estime à 1000 personnes, et que la montée des restaurants ouïghours n'est pas nouveau et n'est pas liée à la question ouïghour. Bien sûr, bien sûr. Oui, après, oui, ouais, non, mais j'ai remarqué ça. C'est une population extrêmement active. J'ai remarqué ça. Juste. On a 5 restaurants ouïghours et qui n'est pas lié à la situation du tout. Bien entendu, mais ça mérite en tout cas d'aller vous voir et de vous saluer. Et puis ma question, c'est pas sur ça, elle est pas culinaire. Quoique, j'aurais préféré qu'elle soit culinaire, mais vu la gravité de la situation, est-ce que les autres minorités chinoises installées un peu partout en Europe et en Amérique soutiennent votre combat? Est-ce que vous avez trouvé un soutien d'autres minorités chinoises ou ethnies chinoises qui ont été aussi oppressées par le régime? Est-ce que ça, c'est une bonne question. Voilà, est-ce que vous êtes parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui on fait un amalgame entre régime chinois et chinois, alors que les Chinois, je les connais très très bien. Il y a beaucoup de Chinois qui ont fui la Chine parce qu'ils subissaient les mêmes oppressions. Ça n'a peut-être pas atteint le stade des Ouïghours, mais ce n'est pas la seule ethnie. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il y a nécessairement une solidarité. Merci pour cette question, mais ça se voit qu'il y a une grosse confusion.
Et que d'abord, les Ouïghours n'est pas une ethnie chinoise. C'est en fait que ce qu'il faut savoir est que ce n'est pas une minorité chinoise. Ce n'est pas parce que en fait un pays colonisé que vous allez considérer que c'est en fait une minorité. De toute manière, par rapport au nombre de Chinois, le monde entier est minoritaire. Vous aussi, vous êtes une minorité chinoise dans ce cas-là. Vous voyez, en fait, notre pays, la première question lorsqu'on parlait de la question ouïghour, ce qu'il doit savoir, c'est que c'est une colonie chinoise. Et que la Chine, elle a colonisé, et que tout problème, le fond de problème, c'est colonial. Et que lorsqu'en fait votre pays est colonisé, au bout d'un moment, au bout de 50 ans, 100 ans, ça s'empire jusqu'à arriver à l'éradication de la population autochtone. C'est ça qui se passe. Pourquoi? Parce que la région ouïghour, elle est extrêmement, le pays ouïghour, qui s'appelle Turkestan oriental par les Ouïghours, et que il est extrêmement crucial pour le développement de la Chine. C'est un sixième de territoire chinois. C'est là l'unité territoriale la plus importante de la Chine. Et aussi, en fait, c'est la région située au cœur de l'Asie centrale. Ce qui fait que, vous savez, le nouveau projet gigantesque, Nouvelle route de la soie, ce projet, il passe d'abord par la région ouïghour. C'est pourquoi Xi Jinping, la Chine, le régime chinois, veut éradiquer cette population pour être tranquille pour toujours. Bon, en tout cas, Madame Dilnur, pour votre question, sur le soutien, je vais vous dire quelque chose. Enfin, dans la diaspora, en 2019, en mars 2019, j'ai publié une tribune dans le magazine Koi, qui est une revue pour la communauté asiatique en France, et que pour appeler la diaspora chinoise à se solidariser des Ouïghours et condamner les camps de concentration. Je n'ai jamais eu un seul écho, un seul soutien. Et que voilà. Elle a répondu à la question, c'est triste. Ouais. Même en France, de nombreux Français d'origine chinoise, sur les réseaux sociaux, ils nous attaquent quotidiennement pour nous dire que c'est du mensonge américain et que nous sommes montés par CIA et que les Ouïghours sont heureux et que la Chine, elle est la plus puissante et que donc on est jaloux, on veut détruire la Chine, etc. Vous voyez, il n'y a pas de soutien. Demandez à vos amis dans ce cas-là qui ont fui ce régime, demandez-leur la question ouïghour, qu'est-ce qu'ils en pensent? Parce que peut-être ils ont fui il y a 60 ans, 50 ans, 30 ans de régime communiste. Cependant, ça ne leur change pas lorsqu'il s'agit des Ouïghours, vous voyez, parce que c'est un territoire colonial et qu'ils ne veulent toujours pas que ce soit des démocrates chinois ou communistes chinois ou autres. Ils ne veulent pas que ces colons, ces territoires coloniaux retrouvent leur liberté. Et puis, autre chose aussi, dans la Chine, par contre, pour les Chinois en Chine, je ne peux pas me prononcer parce que eux aussi, ils subissent un contrôle accru et que leur opinion sur la question ouïghour peut les mettre en danger. Bien sûr. Il y en a des rares Chinois qui sont disparus parce que ils ont essayé de défendre les Ouïghours ou critiquer ce qui se passe, l'injustice. Madame Dilnur, pour finir, très peu nombreux, mais ça existe. Alors... Et cependant, pour la situation en Chine, pour les Chinois qui vivent en Chine, on ne peut pas les juger. Très bien. Madame Dilnur, on est pris par le temps. Est-ce qu'il y a une page Facebook ou peut-être un site à nous conseiller pour suivre justement l'actualité des Ouïghours? Oui, bien sûr. Vous avez déjà, en fait, avant de le dire, et que le 2 octobre, nous préparons une grande marche contre le génocide le 2 octobre à Paris. D'accord. Ça part à 14h de la place Bastille. Ouais. Vous pouvez suivre sur Facebook la page, le groupe Amitié Franco-Ouïghour où il y a toutes les informations qui circulent. Très bien. Après, vous pouvez aussi sur les réseaux sociaux les pages de l'Institut Ouïghour d'Europe. Très bien. Merci beaucoup Ryan Dilnur en tout cas d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir éclairé sur la situation des Ouïghours. Vous êtes enseignante à l'INALCO et également présidente de l'Institut Ouïghour d'Europe. À très bientôt. Madame Dilnur, merci d'avoir répondu à nos questions. Et je rappelle, pour être tout à fait complet, que vous avez un article très intéressant sur le site du CJL de notre ami Louati, Ilyas Louati,
et ce CJL d'ailleurs qui soutient les Ouïghours depuis longtemps d'ailleurs. Hein, Ouais, voilà. comme le titre c'est Génocide des Ouïghours en Chine, le CJL soutient la résistance, et là vous avez une vidéo complète qui explique l'histoire de la République du Turkestan oriental jusqu'à son annexion en 49. Donc là on revient en détail Ouais. sur ce qui se passe là-bas. Dans un instant les amis, le crack à Paris, zone de non-droit, Anne Hidalgo qui vient sans réponse avec nos invités. Christophe sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 avec monsieur Yasser Louati du CJL et Tarek Sassi du collectif Paris Anti-Crack. On va en parler d'ailleurs justement dans un instant du crack avec nos invités qui vont nous rejoindre. Pour l'heure, on est avec Lounès qui nous appelle de Drancy. Salut mon Lounès. Oh, voilà, attends, bouge pas. Ouais, toi Lounès. Attends, j'éteins la radio. Voilà, c'est bon, t'inquiète, c'est moi qui ai fait une bêtise. Alors on t'écoute mon Lounès, qu'est-ce qui se passe? Je voulais vous saluer d'abord. Merci. Bravo pour l'excellence de votre émission. Le sujet des Ouïghours, encore une fois, hein, vous avez vu, hein, c'est des femmes qui interviennent, qui prennent la parole, elles sont remarquables. Il faut les saluer, en hommage. Ouais. Et je m'entends pas, hein, je sais pas si vous m'entendez, certainement que oui, mais je vous entends pas moi. C'est à la radio. Si, on t'entend, vas-y Lounès, vas-y. Je voulais juste rappeler que le sort des musulmans dans le monde, bah, ça devrait regarder tous les musulmans. Qu'on est tous frères, hein, que ce soit chinois ou autres, que l'islam est universel. Et il y a des pseudos aussi hein, dans la région musulmane, des puissants, les Qatariens, les Saoudiens, et voilà. Si eux ils commençaient à serrer les vis et à monter au créneau quand un musulman était touché, les oppresseurs, ils auraient peur, hein, et ils n'oseraient même pas. Ouais. Après ça, c'est peut-être de l'utopie, hein. Ouais, quoi qu'il en soit, je sais pas, c'est Oui. utopique Yasser, ce qu'il dit Lounès ou pas? Bonjour Lounès, enchanté. En fait, il faut regarder le monde tel qu'il est et surtout voir l'histoire de ce qu'on appelle le monde musulman tel qu'elle est. Il n'y a jamais eu en fait un monde musulman. Il y a eu une géographie où il y a une majorité musulmane, différentes tendances confondues, et qu'il n'y a jamais eu d'unité ou d'espèce de oumma ou d'espèce de un corps unique. Non, on a bien vu des fois des musulmans qui s'allient des chrétiens contre des musulmans. Non, la question qui se pose, c'est une question. Vous parlez justement de valeurs universelles. Oui, c'est une question de droits humains et qui doivent être défendus pour toutes et pour tous. Maintenant, si des musulmans sont persécutés, je pense qu'ils le sont tout autant dans des pays musulmans que dans des pays non musulmans. Encore une fois, on voit ce qui se passe dans les pays à majorité musulmane, Égypte, Tunisie, Algérie, Maroc, le Sahara occidental, l'Arabie Saoudite, etc. On voit bien, et même quand on veut aller au-delà et parler du terrorisme international, qui sont les premières victimes? Des personnes de confession musulmane. Donc maintenant, espérer une réaction au nom d'une appartenance fantasmée à une communauté globale, c'est mentir au monde entier. Bien sûr, on peut y croire, mais ce qui est plus solide et ce qui a plus d'avenir et de chances d'aboutir, c'est de se dire, là où il y a une injustice, je m'inscris en combat et en solidarité totale avec l'opprimé. Voilà. Merci Lounès en tout cas, merci à toi pour ton appel. À bientôt, au revoir. À bientôt mon Lounès, à bientôt. 01 40 33 9000 évidemment pour prendre la parole les amis. On va parler de ce sujet que l'on évoque Autre souvent. commentaire, Kader, Christophe. Quoi? J'ai reçu un commentaire et un auditeur qui dit justement, l'islam est universel peut-être, mais pas les individus. Alors, on va tout de suite accueillir nos invités pour parler bien sûr de ce sujet que l'on évoque souvent ici. On n'a pas attendu Pascal Pro pour qu'on en parle, n'est-ce pas, mon Tarak? Pas vrai, c'est vrai. Non, oui, mais bien c'est sûr, vrai, faut le dire. vrai. Je veux dire, voilà. C'est bien vrai. De cette situation dramatique concernant le crack à Paris, ces zones de non-droit. Avec nos invités qui nous ont rejoints, monsieur Serge Lebigot, qui est président de l'association Parents contre la drogue. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue en direct. Ainsi, Bonsoir, Samia, qui est cofondatrice du collectif Stop Crack EOL. Bonsoir, Samia. Bonsoir. Bienvenue sur France Maghreb 2. Alors, première question, Samia. Madame la maire de Paris, Anne Hidalgo, est venue rencontrer les toxicomanes. C'était mardi soir. D'ailleurs, je précise que le quartier en question, qui a été très très bien nettoyé avant son arrivée,
ce qui a créé d'ailleurs une certaine polémique sur les réseaux sociaux. Ça fait un peu comme Macron à Marseille, vous savez, quand il a été dans les quartiers nord à Marseille, on avait tout nettoyé, même les habitants n'en revenaient pas, ils n'avaient jamais vu leur quartier aussi propre. Madame Hidalgo, idem, le quartier était très propre, elle a rencontré les toxicomanes, elle a dialogué avec eux, mais elle renvoie la responsabilité, Madame la maire de Paris, au préfet, monsieur l'Allemand, et au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Elle a raison ou pas, Samia? Bon, elle a raison au niveau de la sécurité, oui. Je pense que, parce que là, il y a vraiment une absence de police dans le quartier. Donc, il y a du deal à n'importe quelle heure de la journée au vu de tous les riverains. Donc, le préfet, effectivement, ne fait pas son travail et Darmanin est aux abonnés absents. Néanmoins, c'est quand même Madame Hidalgo, le 17 mai, d'un commun accord avec la préfecture qui a décidé de parquer tous les toxicomanes au Jardin des Halles. Et c'est aussi Madame Hidalgo qui, le 30 juin, a fait une opération de com' en évacuant les jardins suite à nos manifestations sans qu'il y ait de prise en charge. Voilà. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils sont sur le pont Riquet. Alors, Monsieur Le Bigot, il y a aussi cette problématique, on en a parlé ici, c'est ces fameuses salles de shoot qu'on souhaite installer. Je crois que ça avait fait polémique d'ailleurs, et ça a fini d'ailleurs par ne pas se faire, et tant mieux, à proximité d'écoles d'enfants, effectivement, ces salles de shoot, notamment dans le 20e, dans le quartier Pelleport, hein, Monsieur Le Bigot. Oui, alors le problème, c'est que c'est le grand rêve d'Hidalgo, c'est des salles de shoot partout. Que l'endroit. Est-ce que c'est la solution, Monsieur Le Bigot? Est-ce que c'est la solution ou pas? Parce que bon, voilà. La solution. Enfin, moi, j'en ai visité plusieurs à l'étranger. J'ai des amis qui en ont pas loin de chez eux en Australie aussi. Ça attire toujours le même problème. En clair, quand vous créez une salle de shoot, vous dites au toxicomane, va te droguer tant que tu veux. Ta santé, on n'a rien à faire. De toute façon, on va juste éviter que tu fasses une overdose. On sait très bien que tu vas mourir dans quelques temps, soit d'un cancer dû à la drogue, soit de tout un tas de maladies qui sont inhérentes à la drogue. Le reste du temps, on s'en fout. Et en plus, on va te mettre un périmètre de sécurité. Alors, en général, dans le monde entier, c'est 200 mètres. En France, on a pris 300 mètres, où là, la police doit fermer les yeux et les dealers, évidemment, peuvent faire ce qu'ils veulent. Ouais. Alors, ce qui est assez incroyable, Yasser Louati, Tarek Sassi, amis auditrices, auditeurs, c'est que les habitants nous disent, la police vient, quand elle vient d'ailleurs, mais le problème, c'est qu'il y a des commerçants qui appellent les policiers quand il y a des problèmes, et quand ça concerne, on leur dit oui, c'est dû à au toxicomane. Ah non, on vient pas, c'est pas notre problème. C'est-à-dire qu'il y a un abandon total des quartiers, de ces quartiers en particulier, Tarek. Abandon des services publics, de manière générale. C'est pour ça qu'on emploie le terme zone de non-droit. Est-ce qu'il y a aujourd'hui en France, dans la capitale de ce pays qui s'appelle la France, Paris, des zones de non-droit, Tarek? Oui. Quand on voit... On va prendre juste un exemple anodin. La réduction des bus sur le boulevard de la Chapelle et sur certains quartiers du 19e, du 18e. Quand on voit qu'il y a une file d'attente de 4 heures au centre des impôts du quartier Boucry, c'est une honte. Et c'est spécifiquement dans nos quartiers. Et ça, en fait, ça installe quoi? Ça installe que... l'État n'en a rien à foutre de nos arrondissements, alors que nos arrondissements sont riches, ils ont une histoire et ils ont une beauté unique. Ils ont en fait, c'est les exemples même du vivre ensemble. Mais on est en train de troquer, je le dis toujours, on troque le vivre ensemble pour le vivre drogué. Ouais, et ça a même empiété sur la ligne 12 du métro, je crois. Il y a des mais problèmes. la ligne 12, c'est un cauchemar. Ouais. C'est un cauchemar. Ouais. Samia, aujourd'hui, quel est le quotidien des habitants de ces quartiers-là qui vivent aux côtés de ces toxicomanes qu'on a laissés s'installer, les deals en plein jour, devant les gamins, devant les femmes, des femmes qui se font d'ailleurs agresser sexuellement aussi, il faut le dire, hein, voilà, n'ayons pas peur de le dire. Samia, c'est quoi la réalité aujourd'hui d'un habitant de ces quartiers-là? Voilà, la réalité, c'est qu'il y a un climat qui est vraiment très anxiogène. Dès qu'on sort de chez soi, c'est très compliqué parce qu'effectivement, on a devant nous une misère humaine. Donc, c'est très difficile à supporter. Il y a aussi des toxicos qui sont assez agressifs. Ça peut arriver aussi. L'insalubrité. Et puis surtout, l'impression, d'être vraiment complètement abandonné.
Parce qu'on nous avait promis le 30 juin qu'il y aurait des effectifs policiers. Alors ça a duré une semaine ou deux, où on a eu quelques cartes de CRS. Et puis là, on est complètement abandonné. En fait, plus les jours passent et plus ça empire. Mais comment on fait pour régler ce problème, Samia? Moi, parce que bon, on en est effectivement à donner des faits, à établir des faits. Mais aujourd'hui, quelle est la solution aujourd'hui selon vous? À part dénoncer, qu'est-ce que vous proposez? En fait, il y a plusieurs profils, je pense, aussi de consommateurs. Donc, déjà, comme disait Serge Le Bigot, des communautés thérapeutiques, c'est indispensable. Des structures fermées de soins. C'est quoi? C'est de la psychiatrie pour ces gens-là ou quoi? C'est quoi? Ah oui, je pense que vraiment, on peut dire que... On rappelle que le crack, c'est une drogue extrêmement addictive. Très dangereuse, c'est-à-dire que la première bouffée, la première fois que t'en prends, ça y est, t'es accro, quoi. Oui, c'est ça. Et c'est une drogue qui coûte pas cher. C'est une drogue qui coûte pas cher, hein, faut le dire. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on a un chiffre d'ailleurs de combien de personnes qui prendraient cette saloperie dans vos arrondissements aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un chiffre qui circule? Serge pourra nous le dire. Monsieur Le Bigot. On est alors en 94. Quand il y a eu le déplacement des crackers de Stalingrad à Max Dormois, puisque moi j'habite à Max Dormois, il y en avait 1200. Donc on estimait à 1200. Je pense que le chiffre, on est autour de 1500 dans notre arrondissement. Alors il faut quand même savoir qu'en fait, ça vient pas de... à la base, le crack vient de l'île aux Chalons, dans le 12e. Ouais. Il y a eu un projet immobilier, évidemment, on les a déplacés à Stalingrad. Stalingrad, vous avez un projet immobilier dans les années 90, on les déplace à Max Dormois. Donc du jour au lendemain, on se retrouve avec 1200 crackers. Moi, j'ai organisé une quinzaine de manifestations. J'ai fait tout un tas d'actions contre le maire qui, à l'époque, était en plus ministre de l'Intérieur. Et suite à ça, ça bouge. Donc on les renvoie encore à Stalingrad. Des manifestations s'organisent à Stalingrad, on les envoie à Porte de Chapelle. Et retour de nouveau à Stalingrad. En fait, on se les renvoie pour une simple raison. Moi, plusieurs policiers m'ont dit, et c'est la vérité, on veut surtout pas que ces gens-là se déplacent dans le centre de Paris. Parce qu'en vérité, le vrai problème, c'est que vous avez le centre de Paris qui vote à 100% Hidalgo, ce sont tous les bobos, ce qu'on appelle les bobos parisiens, et surtout, eux, passent leur temps à vous donner des leçons. Ah, vous êtes, alors, évidemment, des fachos, puisque on veut pas des craqueurs, mais par contre, quand vous leur dites, pourquoi pas mettre une salle de chez vous en bas de chez vous, personne n'en veut. Oui, c'est en fait régler votre problème entre vous, quoi. On vous met les salles de shoot dans vos arrondissements. On vous dit, la merde, c'est dans le nord-est parisien. Et après, il y a les beaux quartiers. Et en fait, ça a toujours été. Moi, j'ai toujours connu ça. J'habitais avant la. Mais quelle est la solution, monsieur Le Bigot, aujourd'hui, face à cette situation? Vous avez une partie de ces gens-là qui relèvent de la psychiatrie. Ouais. Donc, de toute façon, moi, je m'occupe de gamins qui sont sous l'emprise du cannabis, beaucoup. Et je sais c'est pas la même chose, hein, monsieur Le Bigot. C'est pas la même chose. Non, mais c'est pour vous expliquer. Je sais très bien que quand on veut, on est capable d'enfermer des gamins en psychiatrie. Et on n'est pas capable d'enfermer un seul craqueur en psychiatrie. Donc là, ça pose quand même un véritable problème. Est-ce qu'on peut parler de la population de ces gens qui consomment effectivement ce crack? Ils sont jeunes. Quel est un peu leur point commun? Alors, il y a tous les âges. Ils viennent principalement d'Afrique ou des Antilles. C'est vraiment la drogue des Antilles à la base. Et on sait que les dealers viennent aussi d'Afrique. Alors, à la base, on parlait des Moudous du Sénégal. Le problème, c'est que quand Hidalgo a fait venir les migrants, donc on a eu deux catégories de migrants dans le 18e, les Somaliens et les Afghans. Les Afghans ne touchent pas du tout aux drogues, ils sont dans le trafic de cigarettes. Par contre, les Somaliens, il y en a plein qui ont basculé dans le trafic, puisque les dealers leur ont donné au départ une dose et après c'était fini. Alors, vous entendez Yasser Tarak et nos invités parler de cette situation dramatique, c'est absolument consternant. D'ailleurs, vous me confirmez qu'avant l'arrivée de Madame Hidalgo, on a tout nettoyé, on a tout mis au propre? J'étais là, je la vis cette situation. Oui. Si je peux me permettre, pour revenir sur le nombre de toxicomanes, je n'ai pas le chiffre exact actuel, mais de l'avis de toxicomanes qui sont sur le pont Riquet, c'est vraiment un nombre croissant. Il y en a chaque jour de plus en plus. Et comme disait Serge Le Bigot, c'est voulu de les concentrer à cet endroit-là. C'est pour des raisons déjà pour éviter que ça empiète sur le centre de Paris et aussi pour faciliter, soi-disant, les maraudes et les distributions des associations. Voilà. Vous discutez un petit peu avec eux. Qu'est-ce qu'ils vous disent, vous, ces toxicos? Ils sont conscients d'abord de leurs problèmes? Ils sont conscients Complètement. Ah oui. Ils sont complètement conscients de leurs problèmes, enfin ceux avec qui on peut discuter. Il y en a quand même beaucoup avec qui on peut discuter. Ils sont vraiment dans une détresse. Ils se rendent compte que les riverains sont à bout. Et il y en a beaucoup qui demandent à se faire soigner. Il y en a certains qui sont des fois hospitalisés temporairement.
Et en fait, dès qu'ils sortent de l'hôpital, comme ils sont seuls, pour retrouver une vie sociale, ils retournent à l'éole, en fait. Donc, ils retombent à chaque fois dans cette spirale. Voilà. C'est hallucinant d'entendre ça, Yasser. Tu disais avoir connu cette situation il y a 25 ans. La situation n'a pas évolué, elle s'est même nettement empirée, on va dire. J'étais encore collégien moi, dans les années 90, dans le 19e, donc quand vraiment ça avait commencé à se manifester. Mais en fait, ils étaient venus, je crois, de Stalingrad vers Lomière. Et de Lomière, après, ils ont été chassés. Mais depuis ce temps-là, en fait, moi, ce qui tourne en boucle et à écouter les personnes qui sont intervenues, c'est qu'il y a toujours deux choses qui sont faites. Une en amont, une en aval. En amont, c'est le tout répressif. En aval, c'est les salles de shoot. Mais j'entends rien, en fait, en termes de politique sanitaire. Absence totale du ministère de la Santé. On pourrait prendre en charge ces personnes-là, on va l'entendre à l'instant, beaucoup apparemment semblent être conscients de leur situation. Il n'y a aucune politique de prise en charge, en tout cas en termes de soins, que ce soit de la psychiatrie ou bien de la médecine traditionnelle. Aucune solution en termes d'insertion. Bah oui, parce que si vous, à l'instant, on l'a entendu, une personne est hospitalisée, elle sort, elle n'a pas de vie sociale, c'est bis repetita, elle retombe, bah oui. Elle retombe parce que c'est son seul cercle social, son cercle d'amis, ses connaissances, c'est justement ces milieux-là. Donc moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on va encore attendre de voir la situation empirer? Parce que je rappelle qu'on est quand même en période de crise économique et sociale, que la détresse humaine va continuer de faire chuter des personnes dans le crack. Il ne faut pas se mentir. Plus on aura des gens précarisés, plus on court le risque d'en voir tomber dans le crack. La dernière question que je vais te soulever, c'est peut-être qu'il faudra attendre que le crack arrive dans les quartiers du centre de Paris, que les enfants, des beaux quartiers soient atteints. Peut-être qu'on aura une prise en charge. C'est déjà arrivé. Là, je vous donne. Ils sont déjà à la cocaïne, donc effectivement, il y a la cocaïne. Pas le crack bientôt. Voilà, il y a franchement. Moi, des fois, je le dis, hein, je suis un gamin devant Serge Le Bigot bien devant le micro, Tarek. Ouais, je le dis, moi, je suis un gamin devant Serge Le Bigot et François Nicolas qui ont une connaissance de ce sujet depuis plus de 20 ans. Moi, personnellement, j'ai été introduit à ce ravage en étant au Canada et puis après, bon, j'ai l'impression de me refaire le film en étant ici. Mais clairement, on sait que Châtelet est devenu une place forte de toutes les drogues, et en particulier aujourd'hui développement d'héroïne et crack, et que en plus les dealers ont l'impunité de blanchir leur argent sur des chaînes YouTube où ils font des micro-trottoirs avec des remarques racistes, où ils agressent des filles. Et il y a une impunité totale de ces trafiquants pour blanchir leur argent. Et ils le revendiquent. En plus, c'est pas ça. C'est quand on sait, j'en ai déjà parlé la première fois que je suis passé sur Radio France Maghreb avec Nicolas Janté. France Maghreb 2. France Maghreb 2, excuse-moi. Skyrock qui diffuse des rappeurs qui disent une casserole et ça fait du crack, SCH. Caris, calaché chargé, cuisine du quecra. Je mélange, ce vrac. Bon, je vais arrêter parce que sinon on va croire que je rappe. Cobaladé, si je vends pas assez de CD, je me remets à vendre de l'AC. En gros, on est en train de rendre normal la consommation et la vente ou même le travail dans les drogues dures. On ne parle plus de cannabis, on parle de drogue dure, ça s'est totalement normalisé. Le Hauts-de-France, c'est un territoire mais ravagé par ça. J'espère qu'un jour Xavier Bertrand il va ouvrir ses yeux et il va dire il y a un gros problème. Et c'est incroyable, la France n'est pas prête face à la catastrophe du crack. Ce que dit Yasser, c'est pas faux, c'est-à-dire que tant que ça n'arrive pas dans les beaux quartiers. Mais c'est déjà arrivé. Voilà. Non, mais c'est quand même déjà arrivé. Oui, mais Tarek, est-ce que c'est pas circonscrit justement à Châtelet? Justement, quand je parle de beaux quartiers, c'est pas seulement des hotspots dans tel ou tel arrondissement, c'est vraiment, ça devient un problème massif où c'est les enfants de ceux qui tiennent l'économie et la politique locale qui sont affectés, parce que là, encore une fois, j'ai pas fait d'études sociologiques pour me prononcer définitivement, mais la population qui est affectée, de ce que j'ai entendu, c'est pas la population typique du quartier Bobo ou du quartier du centre de Paris. Serge Le Bigot. On va laisser Serge parler. Pas du tout. Justement, le problème, il est là, en fait. Dans les beaux quartiers, on est à la cocaïne. On sait qu'à l'heure actuelle, il y a une grosse épidémie de cocaïne dans les lycées. Donc, ce qui est quand même très catastrophique. Mais effectivement, le jour où on va tomber sur quelques bobos ou fils d'artistes ou de ministres ou je ne sais quoi au crack, là, ça va peut-être faire bouger les choses. Malheureusement, c'est un peu triste à dire pour les gamins. Je vais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, il n'y a pas de centre de soins. Moi, ça fait des années, ça fait plus de 25 ans que je dis qu'il faut créer en France des communautés thérapeutiques.
On sait très bien que l'hôpital, ça ne sert à rien parce qu'en vérité, ils vont faire un sevrage physique qui ne dure pas très longtemps, c'est 8 jours maximum. Mais après, il y a le sevrage psychologique qui va durer 2-3 ans. Ouais. Or, il n'est pas question de laisser un toxicomane pendant 2-3 ans dans un quartier comme celui-là, même si c'est fait sur eux. On sait très bien que 2 jours après, il va replonger. Les dealers ne sont pas stupides. Donc, il faut l'emmener forcément à la campagne. La maire de Paris, qui possède des châteaux, tout un tas de bâtiments en province qui appartiennent à la ville de Paris, au lieu de foutre 1,2 million dans une salle de shoot, parce que c'est le prix de revient d'une salle de shoot par an, et de perfuser les associations avec l'argent public, elle ferait mieux de créer des centres de soins où là, effectivement, on pourrait sortir des craqueurs de la drogue. J'aimerais compléter sur 2 points, Christophe, si j'ai le temps. À l'instant, Tarek a parlé des rappeurs. C'est pathétique, vraiment pathétique. Enfin, pour moi, je suis quand même quelqu'un qui a grandi avec le hip-hop, je veux dire, toute ma vie. De voir des rappeurs, entre guillemets, aujourd'hui, en 2021, reprendre des concepts de textes que les rappeurs américains eux-mêmes ont fini par dénoncer. Je m'explique. Lorsqu'il y a eu l'épidémie de crack aux États-Unis, on se souvient du Bronx, Brooklyn, Compton, avec Ricky Freeway, et les documentaires sont disponibles sur Netflix. Ça a ravagé les communautés afro-américaines. Ça a commencé par la côte ouest et ça s'est répandu à travers le territoire. Les rappeurs de l'époque, moi qui ai grandi avec des raps comme voilà, NWA, Ice Cube, Dre, etc. Ouais, très bon goût, dites donc. Hein. Non, mais chez Brand, non. Donc, on avait des textes qui encensaient, avec Black Superman, on encensait justement, même dans les films dans Menace Society, la cuisine du crack. Ouais. La décennie est passée. Dieu merci, la vague est passée, et tous ces rappeurs qui aujourd'hui la quarantaine, la cinquantaine, ont tous dénoncé. Même le plus grand dealer de l'époque, qui s'appelait Ricky Freeway, qui a fait qui est sur 2 documentaires sur Netflix que je recommande, a dit: j'ai participé à la destruction de ma propre communauté. Je gagnais des fois $1 million par jour. Tout ça a fini par être dénoncé. Voir des imbéciles aujourd'hui reprendre ce concept d'encensement du crack dans des textes de rap qui vont être écoutés par des gamins et qui vont finir par croire que c'est ça, être hype et être à la mode, c'est consternant. Le deuxième point, et j'aimerais m'arrêter là-dessus, c'est le distinguo qui est fait entre cocaïne, drogue des blancs riches, et crack. C'est exactement ce qui s'est passé aux États-Unis avec la politique massive d'incarcération. Il y a eu des peines différentes que vous soyez consommateur de crack ou de cocaïne. Pourquoi ? Parce que le crack était la drogue des Noirs. Et donc, les peines, c'était des peines planchées, 25 ans et plus. Quant à la cocaïne, perçue comme la drogue plus acceptable parce que c'est les Blancs qui la consommaient, les peines étaient beaucoup moins élevées. Donc aujourd'hui, malheureusement, là où l'Amérique a quand même tiré certaines leçons des années 80, on voit que la France est aujourd'hui au grand zéro. Elle n'est pas prête. Voilà. Et c'est ce que je te dis, tu vois. La France n'est pas prête et je suis en train de me refaire le film parce que j'ai vu ça à Montréal. Et tout ce que tu dis, je le partage. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, j'ai pas honte de dire que je vomis le rap. Je déteste le rap. Et pour moi, le rap aujourd'hui a un rôle énorme dans l'établissement et la conservation du crack dans nos quartiers. Il faut rappeler aujourd'hui que la plus grande cuisine de crack, elle est à Grigny, qu'il y a beaucoup de cuisines de crack en banlieue, en particulier à Sevran. Mais c'est incroyable ce qu'on est en train de vivre. Et la France n'est pas prête. Et c'est quelque chose qui va se répandre comme une tumeur et qui va bouffer la France, mais après le reste de l'Europe. Peut-être que la solution, si je peux terminer, peut-être que la solution, comme toujours, elle résidera dans l'auto-organisation des habitants de ces quartiers-là. C'est ce qu'ils font, ils se mobilisent. Oui. Non, mais c'est ce qu'on fait. Voilà. Je veux dire, la solution, je pense que l'État, lui, encore une fois, il a ses biais et ses défaillances. On le dénonce sur bien d'autres thématiques. Maintenant, tout mon soutien aux populations sur place. Je salue, je sais plus dans quel quartier, où carrément, ils ont confronté les dealers. Enfin, et c'est ce qu'on fait, nous, tous les mercredis. Hein. Je vais raconter quand même une histoire que j'habitais au Texas il y a quelques années. J'avais rencontré un Afro-Américain converti dans les années 80. Bonjour, au revoir, salut, etc. Et je rencontre son fils et je fais connaissance. Et en fait, j'ai fini par apprendre que ce type-là, à lui tout seul, avait nettoyé son quartier de 2 choses, les dealers de crack et les macros. Et c'était pas l'État américain, c'était ni le Texas qui est intervenu, ni l'État fédéral. Peut-être que c'est à l'État, peut-être que c'est aux habitants de s'organiser, parce que c'est leur vie à eux qui sont concernés. De région parisienne nous appelle au standard 01 40 33 9000. Bonsoir Mohamed. Bonsoir à tous. Vas-y, on t'écoute Mohamed. En fait, vous étiez en train, j'allais vous parler
de cette expérience-là qu'on a eu, que j'ai eu en étant jeune. J'ai habité dans le 11e arrondissement, pas loin du Père-Lachaise, et dans les années 90, on avait des craqueurs comme ça qui commençaient à venir s'installer. Bon, à la fin, on les a dégagés. On était obligé de prendre des battes de baseball et les dégager. Parce qu'on pouvait. C'est malheureux. Les écoles et les pouvoirs publics ne voulaient rien faire. Donc vous avez c'est malheureux, mais il faudrait que le préfet force. démissionne. Si ça se passe, il faudrait que le préfet démissionne. Ouais. Et alors là, ouais, par contre, c'est moi qui vais démissionner si je balance pas la pub tout de suite, parce que sinon je suis obligé de me, tu vois, faut pas ranger de l'argent dans la caisse. Mais là, c'est halal, hein, c'est pas de la merde, hein, qu'on vend quand même. Allez, dans un instant, on est de retour très vite sur France Maghreb 2 avec Serge de Bigot, Samia. Merci Mohamed. Et à très vite au 01 40 33 9000. Et puis dans un instant, si on va accueillir notre danseuse franco-pakistanaise. À tout de suite. Dans le LGF sur France Maghreb 2, l'émission de référence 16h-18h tous les jours sur France Maghreb 2 avec Yasser Louati, avec Tarek Sassi et avec nos invités pour parler évidemment de cette problématique du crack et ces zones de non-droit dans Paris, avec Serge de Bigot qui est président, je le rappelle, de l'association Parents contre la drogue, et Samia, cofondatrice du collectif Stop Crack EOL, pour parler de cette situation. On en a beaucoup parlé dans les médias aujourd'hui parce que Madame Anne Hidalgo est venue, la maire de Paris, rencontrer ces toxicomanes sans apporter d'ailleurs une réponse concrète. Juste en un mot et pour terminer sur ce sujet, hormis le fait d'apporter peut-être, de proposer des choses, peut-être sensibiliser, j'allais dire, les auditeurs qui nous écoutent un petit peu partout en province et qui ne comprennent pas franchement ce qui se passe à Paris. Expliquez avec vos mots, Monsieur Le Bigot, quelle est la situation et quelles sont vos solutions pour en sortir au plus vite, et puis aussi établir, parce qu'il faut le faire, les responsabilités et qui est responsable de cette situation aujourd'hui. Alors déjà, les responsables, c'est très clair, il y en a plusieurs. On va commencer par le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Santé, la maire de Paris. Ça, c'est très clair. Pour moi, ce sont les 4 responsables. Ça date de très longtemps. Ministre de l'Intérieur, parce que c'est pas logique de laisser une zone de non-droit où on a le droit de vendre de la drogue. Je vous rappelle quand même que la drogue, c'est totalement interdit en France et que c'est passible de 10 ans de prison. La consommation est totalement interdite également. Donc le ministre de la Santé ne s'en occupe pas. Laisser des gens qui sont bien souvent malades ne fait absolument rien pour les aider à s'en sortir. Donc il est responsable. Quant à la maire de Paris, elle veut uniquement promouvoir ses salles de shoot. Donc en vérité, elle a tout intérêt à faire pourrir le quartier au maximum. Et c'est son but bien précis. Parce qu'il faut quand même penser que derrière cette idée de les avoir mis dans le jardin d'Éole, elle avait un but très précis. Elle a toujours dit, et moi je l'avais empêché en 2013 parce que j'ai déposé plainte contre l'ouverture d'une salle de shoot, celle de la Riboisière. Ça a duré pendant 2 ans et demi, après ils ont voté la loi, mais son grand rêve c'est d'avoir des salles de shoot partout. Alors la question qu'il faut se poser, c'est pour quel but ? Est-ce que c'est uniquement pour renflouer Gaïa et compagnie qui sont perfusionnés à l'argent public ? Parce qu'il faut quand même savoir que ces gens-là touchent des millions d'euros tous les ans. Et là, ça pose un véritable problème. Très bien. Alors, Samia... qu'est-ce qui se passe ? Oui. Après, qu'est-ce qui se passe ? C'est très clair. On déplace les craqueurs alors pour les gens qui connaissent un peu Paris, de quartier en quartier, puisque en vérité, c'était 12e, c'était 19e, c'était 18e, et on repart, et ainsi de suite. Mais ça circule toujours autour d'un périmètre, ce qui s'appelle le nord-est parisien, c'est-à-dire qu'en vérité, Paris est coupé en deux. Vous avez l'ouest parisien, c'est les quartiers des gens assez riches, on va dire, et vous avez le nord-est parisien, c'est les quartiers populaires. Ouais. Donc ça a toujours été comme ça. Donc quand il y a des gens qui sont dans l'ouest parisien, qui sont au crack, on se débrouille pour les faire déplacer dans le nord-est parisien. Très bien. Samia, un mot aussi, pareil, pour conclure sur ce sujet, on va reparler évidemment de cette situation et pourquoi pas d'ailleurs faire comme certains, aller aussi sur place pour se rendre compte de la situation. Rien ne nous interdit de déplacer, je veux dire, nos micros, d'aller à la rencontre des habitants, pourquoi pas aussi discuter avec les toxicomanes, etc. Il faut aller voir ce qui se passe sur le terrain pour en parler, pour être crédible. Samia, dernier petit mot là-dessus. Oui, c'est ça, faut aller sur le terrain. C'est vrai que on était un peu seuls dans le quartier parce que les gens qui habitent en France, en région parisienne, ils ne comprennent pas trop ce qui se passe. Il faut vraiment le vivre pour comprendre. Donc, c'est compliqué. Et puis, là, il y a Olivier Véran a prolongé l'essai des salles de shoot. Donc, Madame Hidalgo va se faire un plaisir d'en ouvrir un peu partout dans les mois qui viennent. Donc, on attend de voir comment ça va se passer, mais on n'a pas plus d'infos que ça.
ils essayent de nous vendre un nouveau concept en nous disant que ça va être des salles qui ne sont pas dans la même configuration que celle de la Riboisière. Donc, affaire à suivre. Mais bon, en tout cas, il y a beaucoup d'associations à Paris qui sont grassement subventionnées par la mairie et qui vivent de ça, en fait. Très bien. Finalement, ça les entretient. Donc, ouais. c'est leur gagne-pain. C'est terrible à dire, mais c'est comme Tarak, ça. dernier petit mot. Ouais, j'aimerais vraiment compléter quelque chose. Parce que aujourd'hui, cette lutte a fait qu'on est devenu une famille. 18e, 19e, 10e. Moi, je suis très content d'avoir ces gens-là avec moi. Et ils m'ont appris beaucoup. Et sans eux, je le dis bien, sans eux, je ne suis rien. Samia, elle est exemplaire parce qu'elle a supporté mon caractère. Elle est là, elle se bat pour faire vivre. Ça, c'est un travail, supporter le caractère. Non, mais sérieusement, Samia, elle est admirable. Non, parce que depuis qu'il passe chez Pascal Pro, il se la raconte maintenant. Faut que Paris, mais franchement, mais sans eux, je serais jamais passé chez Pascal Pro. Ouais. Je le dis ouvertement. Ouais, sans eux, je c'est pas une référence non plus à Tarak, hein. Pascal Pro. T'as raison, si tu veux. Le journaliste, le mec qui faisait du foot, qui vient faire de la politique aujourd'hui. Mais en attendant, il nous aide beaucoup, comme Morandini, il nous aide beaucoup, comme toi, tu nous aides beaucoup. Et tu vois, il faut rendre hommage aux médias quand ils font leur travail, c'est très important. Ouais. Et je suis très content d'être le petit de grandes légendes comme, j'emploie ce terme, je suis désolé, mais Serge Le Bigot et François Nicolas qui m'ont beaucoup appris. Je veux rendre hommage aussi à Patricia, à Fred Francel, qui se bat depuis le début et qui prend des risques, à Mathieu, à Staline Crack, à Véronique, à Claire Amélie, à beaucoup de gens qui se battent tous les jours contre ce fléau dont la France n'est pas prête. Et on est trahi par notre gouvernement depuis le début de cette crise sanitaire. Et cette crise du crack, c'est une conséquence de cette crise sanitaire. Et la France doit se réveiller. Les Français doivent pousser leur gouvernement et surtout même l'Union européenne qui a des moyens énormes à s'impliquer. Paris est en danger. Merci, monsieur Serge Le Bigot. Je rappelle que vous êtes président de l'association Parents contre la drogue. Merci beaucoup, Samia, aussi cofondatrice du collectif Stop Crack Éole. À très bientôt, Samia et Serge Le Bigot. Merci beaucoup. À bientôt, merci. Merci à vous. Voilà, on sera amené à en reparler, les amis, de ce sujet, bien entendu, très important, qui empoisonne la vie de riverains, de citoyens qui vivent dans ces quartiers-là, aux côtés de ces toxicomanes qui empoisonnent la vie quotidienne. D'ailleurs, je voyais à la télé dans un reportage qu'il y a même des restaurateurs, ils peuvent rien faire parce que ils sont obligés d'employer des mecs de sécurité. Mais les mecs qui viennent se servir dans les plats des clients des restaurateurs, et tu peux rien leur dire, sinon ils te sortent la lame. C'est pire encore. Mais Christophe, raconte-moi ce que on t'a dit. Quoi qui s'est passé à Stalingrad ici. Il y a un truc, tu m'as dit en off, et c'est effrayant, et j'aimerais bien que tu le dises à tous les auditeurs. Je sais pas, ça a beaucoup d'intérêt. Bon, en tout cas, effectivement, t'as un couple qui vient chercher sa dose de crack à Stalingrad, et t'as le dealer qui lui dit, écoute, pas de problème, mais tu me prêtes ta copine, et puis bon, ça s'est passé comme ça. Enfin voilà, un petit peu aujourd'hui, c'est la misère crack, humaine. La prostitution et compagnie. Voilà. Bon, sans aucun rapport et aucun lien, nous accueillons notre invitée qui est ici présente. Vous l'avez certainement vu sur internet, parce que la vidéo sur Brut, elle a fait quand même 4 millions de vues. Elle est danseuse, elle est franco-pakistanaise. Absarani, bonjour, bonsoir, bienvenue. Comment ça va ? Bonjour, ça va et vous ? Ça va très très bien. Alors, vous avez un parcours atypique, et c'est ce qui nous a intéressé, et d'où votre venue ici. Vous avez été marié de force par vos parents. Oui. Au Pakistan, à l'occasion d'un petit voyage qui était à la base pour des vacances. C'est ça, exactement. J'utilise plutôt le terme mariage manipulé sous pression. Chantage affectif, tout ça. C'est vraiment ce terme-là qu'il faut utiliser parce que mariage forcé, c'est un fléau qu'on connaît. Mariage arrangé, on connaît aussi. Mais il y a un troisième qu'on ne connaît pas. Il y a une pièce de théâtre, mariage arrangé d'ailleurs, faut voir, c'est sympa. C'est vrai. Ouais. Mais il y a un troisième qu'on ne connaît pas, c'est justement ce fameux mariage manipulé sous la pression familiale et dans lequel on utilise le chantage affectif. Alors comment ça s'est traduit exactement, ce mariage arrangé en quelque sorte, en utilisant ce que vous dites là à l'instant, c'est l'affectif? L'affectif, en fait, ils utilisent vraiment tout ce qui touche à la famille, à l'honneur. Ils tirent sur la bonne corde parce qu'on est dans une culture, la culture indo-pakistanaise et encore bien d'autres cultures
utilise beaucoup le chantage à travers tout ce qui est, voilà, il faut que tu montres l'honneur de la famille, il faut que tu tiennes C'est quoi l'honneur de la famille? Ah bah l'honneur de la famille, c'est quelque chose de très très attendu chez nous. On essaye de préserver ça au maximum. C'est pas faire honte à la famille, essayer de être des gens exemplaires, rentrer dans une case. Toujours être dans des cases, pas dépasser les cases, parce que si on dépasse les cases, forcément après on est jugé par les gens. Et ouais, c'est beaucoup traité sur le regard des autres. On est beaucoup jugé sur le regard des autres. Qu'est-ce que les gens vont dire? Et du moment que tu donnes la parole aux autres pour parler de quelque chose contre ta famille, et là tu déshonores totalement la famille, quoi. Vous avez vous racontez d'ailleurs avoir été un petit peu isolé durant votre scolarité. Vous parlez de l'école comme un échappatoire. Oui, sur Brut, j'avais dit ça parce que ça, c'est lié à mon enfance. C'est lié à mon enfance, à mon adolescence, mais que déjà, dans ma vie, c'était pas simple, avant même le mariage, parce que, voilà, il y avait des soucis à la maison et forcément, en fait, on est issus les enfants de parents immigrés, on est issus vraiment d'un gros choc. En fait, on est sujet à un gros choc culturel. Et du coup, quand on a des parents qui sont à la maison totalement baignés dans la culture, une des cultures, bon, en l'occurrence moi c'est la pakistanaise. Ce qui est pas un tort, enfin ce qui est pas grave en soi, je veux dire. Du tout. Voilà. Pas du tout, au contraire c'est beau ça. Il y a jamais eu, j'ai jamais dit que c'était quelque chose de mauvais, au contraire. Mais il faut savoir en fait en faire une force. Pour beaucoup, ça en devient un peu une faiblesse parce que tu sais pas quoi prendre de chaque culture parce que t'as les parents qui sont très conservateurs dans leur culture à eux et du coup qui s'ouvrent pas au monde extérieur qu'il y a justement dans le pays dans lequel on est et du coup ça devient compliqué pour l'enfant qui lui en fait vit un monde autre à l'extérieur de la maison et dès qu'il rentre à la maison mais c'est tout un autre monde. Quand c'est bien géré, c'est magnifique, c'est une très grande force. Quand c'est mal géré, ça devient un gros problème en fait. Alors que normalement issu de différentes cultures, ça devrait être une force, ça peut paraître comme un handicap, limite. En fait ouais, c'est ce que je dis, c'est-à-dire que si c'est bien géré, c'est une. Je suis mon psychologue de base là. Mais tu peux. Quand c'est bien géré, vraiment, moi aujourd'hui. J'ai appris à prendre le meilleur de chacun. J'ai pris le meilleur de la culture française, de ma culture pakistanaise, et aujourd'hui fait la femme que je suis là actuellement dans le présent. Et alors comment vivre justement de sa passion, en l'occurrence la danse, quand on est issu d'une telle culture conservatrice? C'est compliqué. Ouais. C'est dur. C'est très dur, c'est voir même. Qu'est-ce qui est dur? Qu'est-ce qui est compliqué? C'est dur d'être accepté déjà par les siens parce que déjà nous dans notre culture tu me parles de la danse, déjà dans la danse ça passe pas, la danse ça passe pas du tout. C'est très loin, mais voilà les danseurs sont mal vus dans notre culture. C'est quelque chose qui se fait, ça se fait, on peut danser mais à la maison dans une chambre ou devant une télé, mais pas devant des gens, pas en public. Pas devant des gens, pas devant des gens et surtout pas devant des hommes. Comment s'émanciper justement de la vision patriarcale de ses parents, tout en rendant hommage, et c'est ce qui fait votre particularité, à leur culture. C'est-à-dire que vous n'avez rien rejeté, au contraire. Ah non, j'ai rien rejeté, mais après chacun voit comme il veut. Moi je sais que j'ai choisi cette voie-là pour... Non, mais vous n'avez pas fait un rejet, j'allais dire, de votre parcours personnel, d'une culture que vous auriez peut-être rejeté parce que vous auriez mal vécu des choses et que ça vous avait occasionné des problèmes. Au contraire, vous avez conservé justement cette manière de transmettre aussi quelque part à votre manière et avec votre talent cette culture. Oui, parce que pour moi dans ma vie, si tu sais d'où tu viens, tu sais où tu vas. Donc du coup, forcément, moi, je sais d'où je viens. Donc jamais je rejetterai mes origines, mes racines, le pays de mes parents, là où eux ont vécu des choses de fou. Et moi, ça m'intéresse. Je suis une amoureuse de la culture, de l'histoire de mon pays. Donc j'ai allié. En fait, j'ai vraiment mon souhait, c'est d'allier les deux forces. Vraiment, c'est d'allier tout ça et d'arriver à un point où de montrer que c'est un bonheur en fait d'être issu de deux cultures différentes et de prendre le bon dans chacun et de parler de ce qui va pas, mais de parler de ce qui va pas dans les deux cultures, pas que dans une seule. Quel est le but justement de parler publiquement de ce qui vous arrive, de ce qui vous est arrivé, de ce mariage, de cette culture pakistanaise conservatrice? C'est quoi le but? Aider les autres à réaliser, faire prendre conscience aussi que
Que oui, ça existe encore. Déjà, première chose, je voudrais vraiment faire réaliser à des personnes qui sont enfermées dans leur monde et qui pensent que tout ça n'existe plus, ou qui existe mais qui veulent absolument pas se mouiller ou se dire oh bah ok, ça c'est chez les autres, c'est pas chez moi. Ouais, bah en attendant à côté, des fois sur le palier d'à côté, il y en a, ils sont vraiment en train de souffrir de ça. Donc le but c'est vraiment de faire. Vous en avez souffert, vraiment? Ouais. Ouais. Mais vous en avez fait une force. Mais moi, j'ai souffert des deux. Hein. J'ai souffert du choc culturel. Et du coup, dans le choc culturel, ça a englobé le mariage, ça a englobé... qui n'a pas duré longtemps, d'ailleurs. Hein. 9 mois. 9 mois seulement, ouais. 9 mois, et ça a choqué beaucoup de personnes, et ma famille d'abord. Divorcer au Pakistan, c'est quelque chose d'inconcevable. C'est compliqué, ouais. Non, c'est pas concevable, ouais. Non, une femme divorce pas. Et puis surtout, une femme ne demande pas le divorce. L'homme peut le demander, il n'y a pas de problème. Puis quand l'homme demande, bah, c'est qu'il y a une bonne raison. Mais quand la femme demande, bah, c'est que c'est une chochotte. Ouais. C'est tout. C'est comme ça. Alors ça change, je préfère préciser. Les mentalités évoluent énormément. C'est en train de changer. On est en train de prendre conscience que les femmes ont aussi un cerveau. Mais ça, c'est depuis qu'elles vont à l'école. Avant, quand elles n'allaient pas à l'école, elles n'avaient pas leur mot à dire. Maintenant qu'elles vont à l'école et qu'elles posent des mots intelligents et qu'elles elles sont cultivées, éduquées, ben voilà. Mais comment avez-vous accepté justement de vous marier, puis ensuite avoir pris conscience de ce qui vous arrivait et donc d'avoir demandé le divorce? Ah, moi c'est particulier. Moi je me suis investie dans le mariage. Moi je fais partie des personnes qui donnent chance à tout en fait. Je me dis des fois un mariage quand même, c'est pas un petit truc. C'est pas rien. C'est l'investissement d'une vie. Mais je suis d'accord. Mais justement, dans tout ça, il y avait l'honneur de mes parents. Il y avait la Vous fierté avez fait de ça mes parents. pour faire plaisir à vos parents? Exactement. Donc vous êtes mariés pour faire plaisir à vos parents, C'était ma seule motivation, ouais. C'était ma seule motivation, c'était de voir je voulais voir des étincelles dans les yeux de mon père et qui disent et finalement c'est à refaire. Vous êtes originaire de quelle ville au Pakistan? Gujarat. Exactement, de Kunjara. Moi, je connais. J'ai des gens que je suis à Rawalpindi, Karachi, Islamabad. Il y a d'autres villes, je les ai oubliées. Ouais, Lahore. Et je connais quelques mots comme Meribatsulu, Tarka Masala, c'est tout. Et il me surnomme comme par hasard, la bouffe. La bouffe. Ouais. Et il me surnomme le Punjabi Playboy. Moi j'ai dit non, moi je suis pas Punjabi Playboy, moi je suis Tunsi Playboy. Voilà. Bah alors Playboy, je sais pas. Non, pas Playboy, Tunsi tout court, mais eux, ils m'appellent comme ça, mais pour rigoler. Mais c'est mignon. Voilà. C'est mignon. Justement, vous y retournez souvent au Pakistan? Pas depuis le divorce, mais avant oui, j'y allais souvent. Ouais. Pourquoi? Parce que vous pouvez plus y aller ou parce que non, vous avez c'est pas peur? que je peux plus y aller, c'est que ça a fait tellement de distance, ça a mis tellement de distance entre ma famille et moi. Aujourd'hui, vous dialoguez avec votre famille ou pas? Non, pas du tout. Non, les dialogues sont rompus. Oui. On vous a reproché le divorce? Pas que. Pas que. Le divorce, mon caractère, mes choix de vie, mon indépendance, ma danse, tout. Alors justement, parlez-nous de cet art. Oui, ça on a bien compris. Cet art justement que vous pratiquez, c'est quoi? La danse, c'est la danse Bollywood. Bollywood, ouais. La danse Bollywood, donc ça fait 10 ans que je suis prof de danse. D'accord. Sur Lyon. Ouais. J'ai mon école de danse. Ouais. Donc c'est aujourd'hui c'est mon métier. C'est pour les femmes ou les hommes aussi? C'est mixte. C'est mixte. C'est mixte, mais j'ai Je vois bien Yasser beaucoup plus aussi de faire femmes. de la danse Bollywood, moi. Moi, je vais essayer, moi. Hein? Je vais essayer. Avec plaisir. Tarak. Avec plaisir, ça fait pour tout le monde. Je vais essayer. Ouais. Yasser, ça te dit pas? Non, ça dit pas. Non, ça ne dit pas, je crois. Je garde mon silence. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est intéressant de vous écouter en tout cas, et merci d'être venu ici sur France Maghreb 2. Afsarani, mais on peut vous suivre d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Bien un sûr. petit peu votre actualité, c'est quoi? Instagram, TikTok, c'est le même nom de partout, Afshirani Paki. Ouais. Donc je suis sur Instagram, sur TikTok, ça cartonne beaucoup plus sur TikTok, mais j'ai un feed très très régulier sur Instagram aussi, j'ai un public Instagram. Je compte lancer une chaîne YouTube aussi dans pas très longtemps, et puis on est sur un projet de livre également. Mais vous avez des followers aussi au Pakistan. Genre, il y a quand même des gens qui vous suivent. Vous n'êtes pas. Justement, depuis que vous êtes exprimé là-dessus, il a raison. Est-ce que vous avez reçu des menaces? Est-ce que vous avez reçu des menaces par rapport au fait d'avoir osé parler, dénoncer certaines choses? Bah, tu sais, quand tu tapes dans une fourmilière, faut pas s'attendre à ce que t'aies que des amis. Hein. J'étais prête à ça, je le savais. Après, au quotidien, c'est pas simple à gérer, mais je suis bien entourée, donc ça va. Mais oui, bien sûr, j'ai eu
une énorme vague de méchanceté et et j'irai pas jusqu'aux menaces, mais de personnes, oui, qui ont été, qui sont allées très loin dans leurs propos, ouais. Yasser, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est du harcèlement en ligne. Ouais, du Ouais, c'est harcèlement en ça. ligne. Ah oui, il y a du gros harcèlement en Mais vous ligne. pouvez aussi avoir quand même des fans. Il y a des gens qui vous admirent dans votre Ah pays mais d'origine. alors dans mon pays d'origine, je te cache pas que je pense pas être connue là-bas. Ça se limite à la Mais France. vous devriez travailler là-dessus. Hein, parce Mais qu'il y a- j'espère. Tu sais, c'est ce que je dis. Mon envie, c'est de pas de rester qu'en France, c'est de pouvoir vraiment créer un réseau entre le Pakistan et la France et de montrer que ouais, cette force, faut qu'elle aille plus loin que ça. Et au Royaume-Uni? Je pense que je suis suivie par les gens de là-bas, mais qui parlent français, parce que du coup, moi, c'est le public francophone qui me suit. You don't speak English. I speak English, but not on my Instagram and TikTok, you know. Ouais. So, je pense pas que je les attire beaucoup. Et on parle quoi d'ailleurs? On parlait quoi comme langue à la maison? Urdu. Urdu. Urdu ou Punjabi. Punjabi. D'accord. Et justement, tu regardes un peu ce qui se passe au Pakistan, avec notamment ce qui se passe en Afghanistan, qui a des répercussions aussi au Pakistan. Tu suis un peu ce qui se passe là-bas, l'actualité de ton pays? Oui, bien sûr. Ouais. Bien Ça sûr. t'inquiète ou pas? C'est pas que ça m'inquiète, c'est que c'est pas beau. Enfin, l'inquiétude, elle a même plus sa place. C'est pas beau. C'est pas beau ce qui se passe. Après, voilà, chaque pays a ses raisons de. Chacun sauve sa peau, donc tu sais, après voilà, hein, ça passe aussi par comment dire, la destruction, et enfin c'est malheureux, mais chacun a ses raisons, et des fois ça passe par des combats qui sont obligés de détruire certaines personnes, et là on en est en plein dedans. Hein. Absirani, est-ce que tu as des regrets aujourd'hui? J'ai aucun regret dans ma vie. Dans tout ce que tu as fait, dans tes choix? Aucun. Si j'avais des regrets, je serais pas là. Je serais en train de les régler, tu vois. Là, au contraire, mon but, c'est d'avancer. Même celui d'être éloigné de ta famille? Ça, c'est une tristesse. C'est Ouais. pas un regret. Ouais. Parce que je sais que si c'est là... Non mais Bah, ça aurait pu être un regret sur le fait peut-être que j'aurais dû faire ça autrement et ça serait peut-être pas arrivé là, les conséquences n'auraient peut-être pas été aussi importantes. Non, parce que Non. si dans ta vie, t'en arrives à un point et dire j'aurais dû faire autrement, écoute, remets-toi en question avant de faire tes actions et agis autrement, quoi. Pour moi, non. Moi, je sais que je réfléchis avant de faire chaque acte. Je fais attention je pose toujours le pour et le contre. Et je me dis, ok, il y aura forcément du contre, mais est-ce que le pour, tu vois, le message va être bon, quoi. Et ouais, je pars du principe que je réfléchis, j'y vais, et je vais forcément blesser des personnes, mais mon souhait le plus ultime, c'est de pouvoir rassembler le maximum de personnes et d'aider, surtout d'aider. J'ai mis une story tout à l'heure, justement, où je disais que mon but d'être sur les réseaux en ayant tapé dans une sacrée fourmilière, c'est pas de me faire un nom, j'en ai absolument rien à faire. C'est pas facile pour nous, pour les personnes engagées qui ont un message. C'est vraiment du travail au quotidien, parce qu'on doit rabâcher, on doit parler de sujets qui fâchent, on doit se prendre une vague au quotidien. Non, moi aujourd'hui, ouais, je veux juste aider, en fait. Je veux juste. Si par hasard ça peut arriver, ton papa ou ta famille t'écoute, t'as un message à leur passer? Il m'écoute. Il m'écoute, peut-être pas là chez toi, mais il m'écoute. Je sais que mes frères et sœurs sont autant connectés que moi sur les réseaux, donc ils savent très bien ce que je fais. Ils voient très bien mes story time, ils voient très bien tout ce que je raconte. Ils savent tous. Mon message, que je les aime et que j'aurais aimé qu'on soit soudés et que notre force, j'aurais aimé que le message soit commun, en fait. J'aurais aimé de pas. J'ai pas une honte à être différente. Au contraire, je trouve que c'est beau d'être différent. Mais j'aurais aimé que notre différence soit une force. Et qu'aujourd'hui, qu'on soit tous ensemble et dire, ok, stop. Parce qu'en fait, ils pensent tous comme moi. Tu vois, elle est là la différence. C'est qu'en fait, tout le monde pense comme moi. Sauf que tout le monde ne veut pas ouvrir les rideaux. Et moi, j'ouvre les rideaux et je dis, coucou, il y a un monde derrière les rideaux. Et eux, ils n'ont pas cette force et cette envie de le faire parce qu'ils n'ont peut-être pas les épaules. Mais au moins, je sais pas, soutenez-moi. Est-ce qu'on a essayé de vous récupérer politiquement ou avec des associations un petit peu genre féministes, des fois qui aiment bien aussi taper, trouver une occasion aussi de taper sur la communauté musulmane en disant regardez ou je sais pas quoi, ou est-ce que vraiment vous faites en sorte de pas vous faire récupérer, vous restez indépendante dans votre cause et dans Lui, ce que vous depuis dites? qu'il va chez Pascal Pro, il est bon. Hein. Je suis totalement remarqué, indépendante. Je suis totalement indépendante. Ça, c'est bien, ça. Je suis bien entourée aussi. J'ai tout ce qu'il faut à mes côtés pour faire le pour et le contre et me dire mais j'ai aussi ma propre intelligence où je me dis non, là c'est hors de question parce que mon but c'est absolument pas d'aller rabaisser qui que ce soit. C'est ce que j'essaie de faire comprendre à ma communauté parce que eux en fait ils se sont été attaqués, ils se sont sentis attaqués en disant t'es en train de dénigrer tout le monde, tais-toi, tout ça. Je leur dis c'est pas parce qu'on parle, c'est pas parce que en gros je parle de sujets tabous
de dérive d'une culture que je l'aime pas ou que je veux la dénigrer. Il y a une différence entre dénigrer et dénoncer. Ça rappelle des choses, ça, Christophe, non? C'est tout. Vas-y, Yasser, qu'est-ce qu'il y a? Ça te rappelle quoi? Ça rappelle des choses, ça, Christophe. Oui, absolument, ouais, tout à fait. Abshirani, oui, ça rappelle plein de choses même. Abshirani, merci beaucoup en tout cas d'être venu. Bon courage et tout ce que je peux te souhaiter, c'est une réconciliation ou un rapprochement avec la famille parce que la famille, c'est important. Ouais. On est d'accord là-dessus. Bah, mais complètement. Bon, allez bien, écoute, je te le souhaite de tout cœur et que tu puisses continuer à vivre de ta passion. On va te suivre sur les réseaux, sur Instagram, Abshirani. C'est quoi Abshirani? Abshirani Paki. Paki, voilà, comme Pakistan. Voilà, c'est ça, exactement. Vive le biryani, vive le couscous. Toi, on mange du couscous au Pakistan? On m'aurait menti. On dit n'importe quoi. Mais il a mis sa sauce. En Tunisie, on mange du couscous au poisson. Et alors, n'importe quoi. C'est pas grave, c'est le meilleur pour la santé. Ouais, c'est voilà, ça. tu connais rien, toi. Pakistan, on mange pas de couscous, voyons. On parle mange pas. quoi d'ailleurs en Pakistan? Abshirani, on mange quoi? Le biryani, justement, le poulet tandoori. Ah, c'est bon ça. Ah bah oui, bien sûr. Le potoulou. Le potoulou? Je sais pas comment on dit là. C'est le pot-au-feu, c'est le pot-au-feu. Le truc avec du pain qu'on coupe et tout, qu'on mélange avec. Cheese naan. Non, il n'y a pas que le cheese naan. La chose qui est bien quand même dans mon quartier au-delà des toxicomanes, c'est la richesse sud-asiatique. J'ai découvert la cuisine bengalaise, pakistanaise, sri-lankaise, indienne. C'est incroyable. C'est une culture riche. Hein. C'est incroyable. Bon, tu vas lui donner une recette ou deux, comme ça va le calmer. Il sera bon pour ce soir. Sur TikTok, parce que je fais aussi des recettes cuisine sur TikTok. Ok. Mais je vais installer l'application pour toi. Ah, merci beaucoup, Abshirani, d'être venu sur France Maghreb 2 dans le LGF. Merci. Dans un instant, fichage F de souche. Mais pourquoi aucune réaction politique, Yasser? Dites donc. Hein, vous allez répondre à cette question dans un instant. Il est tombé sous le charme, Tarek Sassi, hein, je vais vous le dire. Non, parce que je vous raconte pas les coulisses, mais il est tombé sous le charme. Bon, Yasser Louati, Tarek Sassi, il nous reste 5 minutes pour évoquer un sujet qu'on a déjà évoqué ici à l'antenne sur France Maghreb 2. C'est 354 personnalités qui sont fichées par un site d'extrême droite, F de souche, qui a été révélé par des journalistes. Ce fichage, 354 personnalités, avocats, militants, journalistes, etc. Tarek Mami, président de la radio, est fiché par exemple. Vous avez Philippe Bouriaki qui est fiché, Audrey Pronesti qui est fiché, Faiza Ben Mohamed qui est fiché, et d'autres. Mais il n'y a pas Yasser Louati d'ailleurs, pourquoi je suis pas fiché moi aussi? Non mais toi t'es pas trop encore dans ce domaine-là, toi, ça va. Mais il y a Jean Messia qui m'a attaqué. Oui mais non, on s'en fout. Yasser Louati, pourquoi t'es pas fiché toi? Mais on sait pas pourquoi il est pas fiché, Yasser Louati. C'est un problème ça. En tout cas, on en parle évidemment avec vous sur France Maghreb 2 pour ces quelques minutes qui nous restent. Tarek, t'as vu une réaction politique justement à ce fichage? Moi, j'en ai pas vu. Est-ce que ça t'étonne? Bah, en fait, pour moi, c'est une honte parce qu'on parle pas du Français qui immigre ailleurs et du Français qui est fier d'apporter sa culture et son identité. Un Français, quand il vit en Amérique, il est très fier de s'appeler Jean-Pierre, il est très fier d'apporter sa culture qui est liée à la cuisine, au vin, à la musique, à beaucoup de choses. Et le français, on l'accepte et on l'aime tel qu'il est quand il est à l'étranger. Et on demande en fait à des gens qui très souvent ont des parents d'origine étrangère, qui viennent d'un pays étranger, de rejeter complètement tout ça et de s'assimiler de force. Et en quelque sorte, mais j'ai pas voulu faire le parallèle parce que c'est un petit peu trop gros, mais en fait... C'est un peu ce qui se passe avec le régime chinois et les Ouïghours, quoi. Je suis désolé de le dire, parce qu'aujourd'hui, quand à la moindre expression ou soutien d'un pays, même des fois qui fait partie de la francophonie, et là je parle de ce qui m'est arrivé avec Jean Messia, c'est juste parce qu'il y a un drapeau tunisien qui a été affiché sur une affiche sportive qui a été financée en partie par une ville de la Seine-et-Marne, de la région Île-de-France, et que pour ça... Eh ben, il en fait tout un procès, alors que moi, je suis largement plus patriote que lui. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et aujourd'hui, faire le procès des étrangers sur leur prénom, c'est vraiment une honte. Là, et pour moi, là, c'est digne du régime chinois. Enfin, bon. Pourquoi t'es pas fiché, toi, d'abord? Déjà. C'est pas normal, ça. Ouais, écoute. Ouais. T'as regardé quand même, hein? Non. Moi, j'ai regardé pour toi. Chercher Yasser Louati, j'ai pas trouvé. Bon. Non mais l'absence de réaction politique, Yasser, au-delà de cette affaire. En fait, c'est que, on passe son temps à constater des choses qu'on a constatées il y a déjà plusieurs années. La bataille des idées a été gagnée par l'extrême droite.
Est-ce que c'est politiquement rentable pour un homme ou une femme politique de prendre position là-dessus? Absolument pas. On sait que le centre de gravité de la politique française est à droite, voire à l'extrême droite. On sait que les personnes qui imposent les thématiques à venir à chaque élection, ce sont les personnalités, soit de la droite dure, soit de l'extrême droite. Les personnalités dites de gauche ne font que suivre ou se taisent parce qu'elles n'osent pas s'opposer. Je rappelle que pour les personnes, encore une fois, qui viennent s'indigner, que Éric Zemmour, à son anniversaire pour ses 50 ans, il y avait des gens, il y avait le Parti socialiste et il y avait aussi la droite. Aujourd'hui, quand on vient, on ose s'attendre à ce que des gens du PS se lèvent ou de gauche osent prendre position. C'est oublier que ce système politique ne fonctionne pas par la promotion du courage et de la probité. C'est un système qui fonctionne par l'opportunisme. Et pour le dernier point que j'aimerais quand même encore mettre sur le tapis, c'est la loi séparatisme. On a vu que ça a été une débâcle totale pour les associations, pour le monde militant, pour la gauche, pour les musulmans. Donc, quand vous prenez une raclée... C'est passé comme une lettre à la poste. Hein. Vous prenez raclée après raclée, vous perdez le débat d'idées, vous perdez le combat politique, vous êtes démobilisés, vous vous tirez les uns sur les autres. C'est le chacun pour soi, et vous vous attendez à ce que des hommes et des femmes politiques vous respectent. Vous respectent, surtout qu'ils ne font carrière que là où c'est rentable. Ce n'est pas rentable. C'est un business, l'islamophobie aujourd'hui. Mais bien sûr que c'est un business. C'est largement un business. Oui. C'est un business qui donne de l'influence, de l'argent, pour pas dire autre chose. Donc maintenant, venir s'offusquer que les politiques ne prennent pas position, c'est un moment remarquer que la Lune existe. Donc c'est normal, au vu de la situation. Je ne dis pas que c'est normal, non, je dis en fait que c'est une suite logique d'événements. Ouais, c'est logique. Ce n'est pas rentable de s'opposer à F de Souche pour les politiques. Ce n'est pas rentable de s'opposer sur les idées face à Marine Le Pen ou à Éric Zemmour. Soit ils font profil bas, soit dans ce cas-là, ils acquiescent et disent, comme Olivier Faure l'a dit, il y a des le premier secrétaire du PS, il y a des quartiers où on a une remigration et la population immigrée d'Afrique remplace la population blanche. Bon, et bien voilà, en tout cas sur ce que l'on pouvait dire. Merci beaucoup mon Yasser, tu reviens maintenant, t'as vu, tu connais la maison là. Oui. C'est beau, c'est accueillant, c'est sympa. C'est génial, hein, ouais. Yasser. Yasser, écoute, je vais te dire mon Tarek. Yasser Louati, quand j'ai commencé l'émission du LGF tout seul avec les auditeurs en 2010. Et puis a apparu l'idée comme ça d'inviter des chroniqueurs à débattre pour apporter d'autres éléments et un autre son de cloche, j'ai envie de dire. Et Yasser a été le premier. Donc quand je dis que c'est le chroniqueur historique du LGF, c'est lui. Il est là, c'est le rescapé, c'est lui. Il a une connaissance sur tout, il a un mot sur tout, il comprend tout, c'est incroyable. Waouh. Bon, il est juste un peu largué au niveau foot, mais bon, c'est autre chose. Allez l'OM. Allez l'OM. Moi aussi. Allez Bobigny. Salut tout le monde, merci de votre fidélité, merci à tous. Tarek, ciao. Merci. Et à demain 16h pour la dernière. Ciao à tous, de la semaine bien sûr.